ステーション。 Salut l'équipe, il est 16h30, nous sommes sur le strip et c'est l'heure du sport. Dans Avso Sports, cette émission porte magnifiquement son nom, je sais que tu es bien installé. Je vous vois dans le chat, nous sommes en direct comme tous les lundis pour discuter de sport. Non, Manu n'est pas là malheureusement, il est un peu malade, pour ne pas dire qu'il est clairement covidé le mec. Donc je prends sa place pour finir cette année en beauté puisque, vous le savez, la semaine prochaine et celle d'après, nous sommes en vacances. On va quand même continuer à parler de sport. Aujourd'hui, autour de la table, il est l'homme qui murmurait à l'oreille des sports mineurs, c'est évidemment mon polo. Ça va mon polo. Tu l'avais beaucoup trop bien teasé pour avoir clairement, c'est vraiment de l'inventer. cette petite phraseounette de merde. Non, mais ça va très bien. Écoute, sport mineur encore à l'honneur, hein, tu verras dans les news autour. Il est bien en ski aujourd'hui. Il y a vraiment eu la froid, le gars. Elle est où ton écharpe, ton petit bonnet, ta cagoule? Tu veux que j'ouvre ma petite surchemise? Oui, merci, ça me détendra un peu parce que je déteste les gens qui sont sur le départ. Tu sais, qui gardent leurs chaussures, qui ont leur manteau et tout. Ça m'angoisse. Je valide, pas de problème, je le fais. Très bien. On enchaîne avec à côté de toi, mon ami Joseph Ruiz. Toi, tu étais en week-end avec Cédric Barbosa et Olivier Sorin. Exactement. Olivier Sorin. Cédric Barbosa. mais si, il était à Thonon-les-Bains. J'étais à Thonon. Il était à Thonon. J'étais à Thonon-les-Bains. Et Thonon-Gaillard. Oui, tout à fait. C'était autour du lac Léman. Bah écoute, en tout cas, il n'y a même plus de centre d'entraînement, c'est une espèce de centre international de football que j'ai vu. Un City Stade. Un centre international de football. Ouais, qui a été changé. Donc ouais, il y a un très très beau complexe, mais c'est plus celui d'Évian-Thonon. Il y a une nouvelle structure qui a été montée. Je crois que c'est plus Évian-Thonon, je crois que c'est. Juste Thonon-les-Bains, quoi. Ouais, non, mais en plus, je crois que c'est. On rappelle que c'était plein de villes qui s'étaient. Un petit peu le testament. Il rigole parce qu'effectivement, j'avais mon cousin qui avait un peu le testament, on a un peu rigolé là-dessus. C'est ton cousin dont on parlait, c'était ton cousin. Oui, voilà, c'est lui qui aime le métal et tout. Voilà, exactement. Il adore. Et alors qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il fait quoi le mercredi soir? Et il est tout à fait normal. Mais c'est exactement ça, les gens qui écoutent le métal. Jusqu'au bout. Ils sont tout à fait normaux et puis ils écoutent du métal, ils se mettent dans une transe incroyable, ça les transporte. Et j'aime beaucoup ton pull, je comptais te le dire en direct. Merci, très bien, merci. Ah ouais, absolument. Si vous aimez First Team et que vous avez envie de bien vous habiller, bien ça se passe sur Dahomey First Team. C'est une collection qu'on a pour Noël. C'est un super cadeau. Toi, si t'es une copine et que t'as un copain qui aime First Team, offre-lui. Et puis l'inverse, c'est beaucoup moins vrai. Mes copines ont le droit d'aimer le pull aussi, d'ailleurs. Tout à fait, mais c'est quand même moins vrai, on va pas se mentir. Oui, on a 97% de mecs qui nous suivent. On enchaîne avec l'homme qui est tombé amoureux de League of Legends ce week-end parce qu'il a regardé Arcane, tu l'as démonté. J'ai regardé Arcane en une seule fois, tout le samedi après-midi, et c'est vrai que moi qui suis très loin du monde de League of Legends, donc du coup j'attends quand même demain le récap pour le dire ça à mes amis avec qui je me rapproche de plus en plus. C'est vrai. Maxildan, Jiraya, Xari, dans tout ce monde un petit peu fou de League of Legends, mais la série est très cool, archi bien faite, un doublage français exceptionnel. Bon d'accord, merci Erwan, n'hésite pas à en parler demain. C'est une lecture de sport. L'émission hallucinée. On finit avec un gars qui a passé une aussi belle soirée samedi soir du côté de Grand Boulevard au Sullivan qu'hier devant Lille-Bordeaux. Lille-Lyon-Bordeaux. Lille-Lyon. Putain, je suis bien sur les noms aujourd'hui. Lille-Lyon. Ouais, les deux se sont bien finis. Un point, je suis rentré chez moi, tranquille. Un bon point de prix. Une note de vol, main derrière. 2 fois 0-0 apparemment. 2 fois 0-0. Balle au centre. Spectacle. Très bien. Bon, ça va quand même ça va, pleine forme, ouais. J'ai vu qu'un beau week-end. J'ai toujours regardé Arcane, moi, personnellement. C'est pas grave, on t'a bien spoilé de toute façon depuis. Voilà, comme toutes les séries. Mais ça se passe toujours bien. Toutes les séries, absolument. On a dit qu'on avait parlé de Lyon aujourd'hui, puisque Juninho est sur le départ à Noël. On va rester 5 minutes dessus. On va parler aussi de sport d'hiver. On va parler aussi d'Antoine Dupont, meilleur joueur du monde. On va aussi parler de basket et de Kevin Durant avec Erwan. Mais vous savez que le gros morceau du jour, c'est évidemment la F1 avec Max Verstappen, qui est champion du monde. Et on ira sur les 8e de finale de Ligue des Champions, à faire ou à refaire, je ne sais plus, en tout cas le PSG a une belle affiche. Allez, on démarre tout de suite avec les news. Les news, les amis, et on va commencer par le gros morceau, puisqu'un Français est à l'honneur, et on va commencer par toi, Joseph, parce que donc je le disais, Antoine Dupont est élu le meilleur joueur du monde, incroyable. Bah ouais, voilà, ça faisait 10 ans qu'on attendait ça, parce qu'il y avait eu Fabien Galtier et Thierry De Sautoir qui avaient été meilleurs joueurs du monde. Alors c'est un trophée qui est distribué depuis début des années 2000, donc il est assez récent, mais il y avait eu 2 Français, et là donc on a Antoine Dupont qui a été élu, et on va pas se mentir, c'est une élection qui est tout à fait normale. Il y avait en face Maro Itoje, un Anglais, un deuxième ligne, et deux Australiens.
Et c'est une élection qui est tout à fait logique. Il a fait une année absolument exceptionnelle. Et puis, il a fêté ça ce week-end avec un match en Coupe d'Europe où il a montré que vraiment, il était incroyable. Il y a 4 essais de Toulouse, 4 essais où il est au début, passe au pied, passe incroyable. Il fait 2 têtes de moins que les autres, mais il trouve toujours un moyen de passer. Et donc, c'est une vraie fierté pour nous d'avoir un joueur aussi fort, parce que je pense en plus que c'est que le début. C'est que le début, c'est-à-dire parce qu'il est jeune et que le meilleur est à venir. Bah ouais, on sait qu'Emeric aime bien mettre en avant ses lacunes parfois dans le jeu. Emeric est ton acolyte de Bureau Val. Parce qu'il a raison, il y a toujours un joueur est toujours perfectible à 25 ans quand il atteint un niveau pareil. On se dit pourquoi pas aller chercher encore plus haut. Notamment son jeu au pied potentiellement était perfectible, mais ce week-end il te lâche une diagonale incroyable. T'as l'impression qu'il avait Andrea Pirlo dans le pied. Ça peut servir. Hein. Ouais, non, mais c'est assez dingue. Dans la tête, il est froid. C'est un joueur très complet. C'est un excellent défenseur. Il sait tout faire, ce mec-là. C'est un ovni. Donc oui, bien sûr qu'il est perfectible. On peut toujours être encore meilleur. Mais sincèrement, c'est tout à fait logique comme distinction. Ce titre-là, c'est un mix entre ce qu'il a réalisé en club, on rappelle doublé avec Toulouse, championnat, Coupe d'Europe, et ce qu'il a fait aussi en équipe de France. Ouais, c'est un palmarès qui valide son titre. Ouais, effectivement, Coupe d'Europe avec Toulouse, top 14 avec Toulouse. Alors, il n'y a pas le 6 Nations avec le 15 de France parce qu'il y a eu une défaite en Angleterre. C'est ce qui manque un peu, mais il a tellement été énorme avec le 15 de France que tu peux pas forcément lui en vouloir. Il a été le leader qu'on attendait. Quand Charles Olivon, le capitaine, s'est blessé, lui, il a pris le rôle et franchement, il a endossé le rôle, quoi. Être capitaine, c'est pas quelque chose de si simple, quoi. Et lui, ça a été premier match, ça a pas été si simple, mais en fait, deuxième, troisième, on a l'impression qu'il l'a toujours été, au point qu'aujourd'hui, moi personnellement, je pense qu'il devrait le rester. Tu penses qu'il devrait prendre la place du vieux Charlie ? Je pense que Charles Olivon, blessé, alors c'est très dur pour lui, mais je pense qu'il aura d'autres chats à fouetter que d'être capitaine, d'avoir une autre responsabilité. C'est un excellent capitaine, hein, Charles Olivon. Mais je pense qu'Antoine Dupont, de par son titre de meilleur joueur du monde, pourrait avoir un autre poids sur les arbitres, comme l'avait par exemple Richie Mako, qui a été triple meilleur joueur du monde. Et on sentait qu'il avait vraiment un ascendant qu'il pouvait prendre sur les arbitres. Et quand on a ces palmarès-là, on peut avoir un ascendant sur les arbitres, donc je pense notamment pour ça qu'il doit le rester. Et juste, moi j'ai une question un peu de novice, mais dans le monde du rugby, ça a à peu près la même popularité qu'un ballon d'or ou pas ? Ah non. Franchement, non. Tout le monde s'en bat les couilles. Non, je plaisante. Il y a quand même la une de l'équipe, donc... En fait, on va pas se mentir, il y a 2 ans... Année Coupe du Monde, c'est Pichif Dutoit qui avait été meilleur joueur du monde. Je pense que vous avez jamais entendu ce nom-là, même vous qui voyez de loin. C'est un Sud-Africain qui était 2e ligne. L'année dernière, il n'y a pas eu de distinction à cause du Covid. Donc déjà que c'est difficile de sortir un seul joueur dans un collectif dans le monde du rugby où les valeurs sont très collectives. Et dès qu'on parle de valeurs de distinction individuelle, les joueurs vont tout de suite te rabâcher. Oui, mais moi, vous savez. Et Dupont, c'est très dur en fait de vendre ce titre-là, parce que Dupont, il dit moi, je suis presque gêné d'avoir ce titre-là. Moi, c'est l'équipe. En fait, t'en tires rien du tout de ce titre-là. C'est plus quelque chose de... Je dirais pas que c'est anecdotique, parce qu'il y a une fierté à avoir et ça marque un temps où Antoine Dupont a été stratosphérique à 25 ans. Mais c'est vrai que ça n'a jamais la popularité du Ballon d'Or. Jamais de la vie. Pas encore, quoi. Pas encore. Et tu me dis que c'est que les années 2000, le Ballon d'Or. Il y a 70 ans. Voilà, 70 piges. Donc, il a eu le temps de s'installer dans l'histoire. C'est toujours pareil. Ce genre de distinction-là, il faut peut-être 20, 25, 30 ans pour que ça devienne... Et il y a aussi un énorme... travail marketing à faire derrière. Et il y a le sport aussi, c'est vrai que le rugby a vraiment... Alors parfois on en fait trop sur les valeurs de l'Ovalie. C'est vrai qu'ils ont vraiment tendance à mettre le collectif en avant plutôt que dans le basket, clairement, et aussi dans le foot de plus en plus ces derniers temps. On enchaîne, puisqu'Antoine Dupont, du coup, bravo. On t'invite d'ailleurs, un de ces 4, à venir autour du plateau. On a plein de questions à lui poser. Non mais c'est pas une blague, me regarde pas comme ça. Super. Ouais, comme ça, je pourrais encore briller par mes connaissances. Ah ouais, et tu m'as un peu pris ma place, je suis un peu déçu. Comme ça, il est pas contre. Il est pas contre un jour rencontrer la First Team, je te dis. Ah bon? Ouais. C'est une info. C'est Cédric Barbosa qui t'a dit ce week-end. Non, je vous le dis parce que on a un partenariat dans le petit bureau, vous savez, avec FRW, qui est un organisme de fantaisie et qui notamment travaille avec Antoine Dupont. Et par message interposé, on a un peu discuté et on sait qu'un jour, ça viendra une petite rencontre. Génial. Alors toi, nous, tu viens quand tu veux, mon poteau. À la maison, le sein. On lui déroulera le tapis rouge. Absolument. On enchaîne dans le salon. On enchaîne, deuxième news. Avant de parler des sports d'hiver, Polo, je voulais te lancer un peu sur le hand. d'hiver.
Sur les sports d'hiver, absolument. Absolument, sur les autres sports. Les autres sports. Je voulais que tu me dises un petit mot du hand féminin, puisqu'il y a quand même une grande compétition en ce moment. Ouais, championnat du monde en Espagne toujours, équipe de France qui poursuit son petit bonhomme de chemin. On est dans le tour principal. Elle jouait la Serbie hier, premier gros test pour cette équipe de France. Avant-hier, exactement. Je disais une petite bêtise, avant-hier. J'ai regardé le match pour le coup, c'était compliqué, mené à la mi-temps, t'écoutais un peu les commentateurs, ça sortait pas très très bon, mais l'équipe de France a su faire le taf, notamment en seconde, aller chercher la victoire et surtout la qualification pour les quarts de finale. Alors ce soir, c'est le gros test de ce début de championnat face aux Russes, à 20h30, normalement ça doit être diffusé en clair, donc TMC, sur TMC. Toujours TMC, ouais. Vraisemblablement sur TMC, comme depuis le début de la compétition. L'idée sera de savoir à quelle place va finir l'équipe de France dans ce tour principal, et de savoir du coup son adversaire avec qui elle va croiser en quart de finale. Pour le coup, ce sera soit la Norvège, soit la Suède, soit les Pays-Bas, et du coup, quel que soit le résultat du match ce soir, ce sera un énorme client pour les quarts de finale. Donc voilà, le match de ce soir, je ne pourrais pas dire que ça compte pour du beurre, ce serait bien de le gagner pour la confiance, etc. Mais quoi qu'il arrive, à l'image un peu du PSG, on en parlera tout à l'heure, tu vas t'envoyer une énorme équipe en quart de finale, et de toute façon, pour être champion, il faut passer par toutes les équipes, et ça en fera partie. Voilà, donc France-Russie ce soir 20h30, et on verra du coup quelle équipe ils vont jouer pour les quarts. Et on en parlera la semaine prochaine. La semaine prochaine, non ? Allez les filles, non, pas la semaine prochaine, on en parlera. Oui, voilà. Si elles sont championnes du monde ou si elles vont loin dans la compétition, on en parlera en janvier. En 2022, tout à fait. En 2022, on pourrait souhaiter bonne année jusqu'en fin février, comme chaque année, évidemment. Vu qu'on la verra pas, on leur souhaite tout le bonheur du monde. On peut les croiser peut-être dans la neige, par exemple. Surtout si elles gagnent. On enchaîne avec les sports d'hiver. Alors pas les sports d'hiver d'Erwan, mais ceux dans la neige. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il paraît que les Français performent et qu'il y a un gars qui me régale, qui a le meilleur nom de famille de l'histoire des sports d'hiver. Je pense que tu parles de Clément Noël. Tout à fait. Cadeau. Non, ce week-end, le ski alpin masculin faisait étape à Val d'Isère. C'est Tino Rossi, son père. T'as la ref ou pas Oui, petit papa Noël. Petit papa. Il n'avait pas les deux. Je ne l'avais pas et je suis content d'apprendre des choses. On apprend par contre. Les chansons du peuple, ça vous parle pas, Attends qu'on parle de F1 tout à l'heure, on va voir. Alors dis-nous tout, Clément Noël. Du coup, c'était cool. Le ski alpin masculin faisait étape à Val d'Isère ce week-end, donc en grande pompe. La chaîne L'Équipe avait racheté les droits, donc forcément, à chaque fois que la chaîne L'Équipe rachète des droits, vous le savez maintenant, ça me plaît. Donc tout était disponible en clair sur la chaîne 21. Un géant le samedi, un slalom le spécial, du coup on va l'appeler le dimanche, et du coup ce slalom spécial, Clément Noël, la tête d'affiche, 24 ans, mais déjà tête d'affiche du slalom mondial, et du coup le meilleur slalomeur français, tout simplement était fantastique. Il a réalisé le meilleur temps haut la main en première manche, il a été encore plus fort dans la deuxième. Il a laissé aucune chance à Jacobsen et Zusic, ses adversaires qui complètent le podium. C'était le premier slalom de la saison dans la saison de ski alpin, tout simplement. Première victoire pour Clément Noël, sa 9e victoire au total. On rappelle que les 3 dernières années, il a fini 2e du petit globe de cristal de slalom. Donc là, cette année, Marco Schwartz, qui s'est blessé à l'intersaison et qui est son rival principal, il n'a pas fini la course hier. Et du coup, il prend déjà quelques points d'avance. C'est très bon pour lui. Une belle manière de commencer la saison. Et on va lui souhaiter d'aller chercher ce petit globe. Ce serait cool. Le digne héritier de Jean-Baptiste Grange. Le gars sûr. La famille. C'est pas tout du coup, puisqu'il y a des Français qui ont performé dans d'autres disciplines. Et Val d'Isère, pareil, la veille, notamment Alexis Pinturo, lui, a fait 2e du slalom géant. Alors, on peut trouver que c'est un bon résultat, même si quand même c'était une piste, la phase de Bellewaerde, qui vient très bien à Pinturo. Il a déjà gagné 4 fois là-dessus. Là, il finit 2e, derrière son rival pour le gros globe de cristal, qui a déjà pris beaucoup de points d'avance. Et on en parlait un peu avec Tom en antenne, qui s'intéresse beaucoup au ski alpin. Ouais. Et du coup, Tom avait une question pour moi, parce que moi, je disais que ça sentait déjà pas bon pour le gros globe de cristal. On sait qu'Alexis Pinturo est le détenteur. C'est sur le sapin de Noël. Oh oui, bravo. Brandon a fait la même dans le chat. Et du coup, tu en avais une question pour moi, il me semble. Ouais, en fait, moi, ça me surprenait, on en parlait, et tu me disais, c'est presque déjà un peu foutu, alors j'ai l'impression que la saison vient de reprendre, et que c'est peut-être la 2e ou 3e course. Donc je comprenais pas pourquoi ça sentait déjà le sapin, pour reprendre la blague de le fait est que Marco Odermatt, du coup, et peut-être Marcel Hirscher a pris sa retraite maintenant il y a un an. Il était fantastique, peut-être le plus grand skieur de l'histoire. Et visiblement, un Autrichien peut en cacher un autre, puisque Marco Odermatt est un skieur extraordinaire. Je crois qu'il a 25 ans. Il peut
gagner des descentes, gagner des super G, gagner des géants comme il l'a fait ce week-end. Il peut scorer des très gros points. Parce qu'on sait que le gros globe, c'est le classement général sur toutes les compétitions de ski alpin. Lui, il peut scorer sur les 3/4 de ses compétitions. Là où Alexis Pinturo peut scorer fort en géant, un peu en slalom, aussi en combiné. Mais là, il a déjà plus de 220 points d'écart. J'explique, j'essaie d'être le plus pédagogique possible. Ouais, mais t'as raison. De toute façon, personne connaît la différence entre un géant et une descente. Pour finir cette question, il a déjà plus de 220 points d'écart avec Marco Odermatt. Ce sera compliqué d'aller chercher. Il n'y a plus que Michael Masi qui peut le sauver. Ah, c'est ça. Du coup, Tom, tu demandais vraiment les résultats, les autres Français qui ont performé. Les sports d'hiver et d'hiver avec un H, évidemment, Erwan, ça a été un énorme week-end avec déjà le biathlon, comme d'habitude. On est passé pas loin d'un triplé extraordinaire avec Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquin qui fait deuxième, et Simon Détieux du coup qui fait troisième. On le voit sur la photo, il y a un moment où il pensait encore être troisième. La photo finish lui a finalement dit qu'il était quatrième. Donc voilà, surtout on rajoute à ce week-end deux beaux podiums pour les relais et féminins et masculins pour le biathlon. On saluera la première victoire de la sonde de Perrine Lafont messieurs. En ski de boss, bravo messieurs. C'est aussi par les bons genoux. En vue des Jeux Olympiques, c'est quand même une très bonne nouvelle. Elle avait fait deuxième la veille sur une autre compétition. Et le sport qu'on aime tous quand il y a les Jeux Olympiques d'hiver, c'est quoi ? C'est le ski cross. Quand les gars ils partent à 4 et qu'ils se mettent des branlés sur énormes coups d'épaule, des énormes branlés. Et les Français ont fait. Il y a eu 2 courses ce week-end et sur une des courses, les Français ont fait doubler, notamment avec la première victoire de Terence Chiknavorian, je le connaissais pas. C'était sa première victoire en plus de 70 départs, donc c'était un bel exploit pour le Français. Il devance Bastien Midol et le lendemain, ce bon Terence va faire deuxième, donc un bon week-end pour lui. Il prend la tête du classement général. Donc voilà un week-end bien rempli pour les sports d'hiver français et c'est tout bon pour les Jeux Olympiques à venir. Absolument, on rappelle que les JO à Pékin, là où il y a des grandes montagnes, se dérouleront donc au mois de février. Et il paraît qu'il y a énormément de neige en ce moment à Pékin. Alors j'ai cru lire ça dans un commentaire de House of Sport de la semaine dernière. On a vu ce débat là-dessus. Quelqu'un nous disait qu'il y avait beaucoup de neige en ce moment à Pékin, que c'était extraordinaire. Elle sort des machines. La fameuse machine. Merci Polo pour les sports d'hiver, fantastique, on se régale. On enchaîne avec un sport de parquet, un sport de salle, le meilleur sport du monde. On parle évidemment de basket, Erwan. Évidemment. De NBA d'abord, de NBA. Eh oui, 51 je t'aime, j'en boirai des tonneaux à me rouler par terre. Vous connaissez cette chanson, évidemment. Bravo Renaud. Mais bon, 51 points, c'est Kevin Durant qui a fait ça hier soir sur le parquet des Detroit Pistons, dans la salle du Little Caesars Arena, tu sais, cette salle qui est sortie en 2017. Et pour le coup, c'est la meilleure perf dans cette jeune salle, donc c'était bien de le dire. On a surtout vu un Kevin Durant inarrêtable, comme on a l'habitude de le voir, à mi-distance, à 3 points, en transition. Les Nets s'imposent quand même assez facilement, même si ça n'a pas été compliqué, 116-104. Et c'est surtout dans le troisième quart-temps où les premiers de la conférence Est ont fait le trou avec un 30-13. Qu'est-ce qui s'est passé, les Pistons, dans ce dernier quart-temps ? On cherche encore à savoir. Il n'empêche que Kevin Durant, plus que jamais, dans la course au MVP. La course au MVP, ça tombe bien, on en parle tout à l'heure dans la libre antenne, parce que c'est vrai qu'on parle peu des Nets, ou quand on en parle en mal. Premier à l'Est. Ou en tout cas avec beaucoup d'interrogations, et tu le dis Polo, ils sont premiers à l'Est. Peinard, Kyrie Irving, il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait revenir. On rappelle qu'hier soir, il n'y avait pas James Harden, et Kevin Durant a dit « Ouais, j'ai senti qu'il fallait que je fasse un peu plus de choses. » Bon, écoute, bravo tonton, entre ce que tu as dit et ce que tu as fait, il n'y a pas eu grand écart. Il a complètement marché sur des Pistons qui sont bons derniers de la conférence Est et bon dernier de la NBA. Donc voilà, une belle perf comme on aime en NBA. Vous voyez les images derrière, Kevin Durant. Grande régalade. Dis-moi sur Kylian Hayes, il a mis combien 6 points. 6 points. Bon, il est dans ses moyennes. Cade n'a pas été mauvais. Cade Cunningham, le rookie, a été bon. Ça, il est rentré dans sa saison. Et j'ai vu un insider qui disait que, ou peut-être que c'était un GM d'une équipe, je sais plus qui c'était, il disait j'ai la sensation que Cade Cunningham n'a pas du tout ce qu'il faut pour bâtir une franchise autour de lui. On aura le temps d'en parler évidemment, mais on lui a tiré dessus sale, quoi. Après, on aura l'occasion d'en reparler peut-être, mais pas ici, mais il y a une totale reconstruction. Là, ils partent de 0-0, nos amis. C'est clair. 0-0, comme Tom d'ailleurs. Il y a une bombe atomique qui est arrivée sur la franchise des Pistons. Il faut tout reconstruire, quoi. Absolument. Il faut déblayer d'ailleurs avant même. Tout à fait. Donc tu le disais, libre antenne ce soir, 22h minuit. On est avec Stephen Brun, que vous connaissez bien, sur notre chaîne Twitch. Stephen Brun, First Team 100, évidemment, pour tous ceux qui savent. Et puis on va parler des meilleurs maillots de l'histoire. On parlera aussi des Philadelphia 76ers qui reviennent bien.
Puis surtout, il y a notre Doumé national. Si vous ne connaissez pas Doumé, venez. Il a la meilleure musique d'ailleurs de tous les temps. Et on fera un espèce de grand quiz avant la fin d'année. Un quiz original. Quiz des 5 ans de la First Quiz Team. des 5 ans. Ouais, c'est vrai que c'est pas fin d'année, c'est 5 ans de Il First me semble Team. qu'il a dit qu'il n'y aurait pas que du basket, mais aussi sur l'histoire de la First Team. Moi, je me souviens de ça. C'est visiblement. assez Donc incroyable. le gars, Je suis a assez des infos curieux d'écouter qu'on ne ça. connaît pas en fait. On va voir. Ce serait On va incroyable. voir. C'est clair. Imagine. Il a appelé nos ex et tout. Il m'a demandé de 22h me minuit, prévenir, donc à 22h minuit sur First Team 101. J'espère pas, il va avoir une drôle de gueule le quiz. Erwan, on passe overseas. Si on était aux States, on était à Détroit dans le froid du Michigan, on va à Monaco où il fait un peu plus chaud. Il fait doux, Mais, ouais, il fait tout. tellement chaud à Là, c'est Monaco doux. que ça monte au cerveau et que les dirigeants de l'AS Monaco ont décidé, donc en basket toujours, de virer Zvedran Mitrovic, le coach bouillant de Monaco, qui s'était déjà fait virer de l'ASVEL. Alors Mitrovic, il était déjà passé à Monaco en 2015, de 2015 à 2018. Il était revenu en 2000 après s'être fait virer par l'ASVEL de Tony Parker. Et là, donc, il se fait virer. 5 défaites de suite en Euroleague. On sait que Monaco a mis énormément de moyens pour accrocher le top 8 d'Euroleague, pour gagner son ticket pour la saison prochaine. Ça me paraît très compliqué. C'était bien parti pourtant, on s'en souvient. Ouais, Ils étaient bien. Perdu ce week-end à Strasbourg, 99-90. Perdre à Strasbourg, c'est pas grave. Enfin, ils s'étaient menés de 15, ils reviennent et tout. C'est 100 wimp quand même en LNB quand tu as cette équipe-là. Bref, le discours avait de plus en plus de mal à passer. Et puis surtout, la relation avec la méga star Mike James était catastrophique. Après, Mike James. C'était à prévoir en vrai, Erwan, dis-nous. Après, on le savait qu'entre les valeurs de Mitrovic et le star system, la star qu'est Mike James, ça pouvait qu'exploser. Starlet, tu peux le dire même. Starlet de fou, ça a duré finalement 3 mois à peine. Donc Monaco qui a construit une équipe, certes sur le papier, archi clinquante, mais on a bien peur, on en parle beaucoup avec Steph souvent, c'est une équipe de bons mercenaires. Pour remplacer Obradovic, on est allé chercher, on parle peut-être d'un ancien coach aussi de Monaco, c'est Sacha Obradovic. Il n'empêche que voilà, en Ligue nationale de basket, Monaco est 2e derrière Paris-Levallois. N'importe quoi. Boulogne-le-Valois. 10 victoires de suite. Avec la CVB sur le cœur. Maintenant, ça va être intéressant de voir quand même la suite de la saison de Monaco, notamment en Euroleague. Sur le papier, ils ont du matos, mais il n'y a jamais eu d'alchimie dans cette équipe. Et c'est une équipe surtout qui ne défend plus, alors que c'était quand même la qualité première de cet effectif-là. Je suis très curieux de voir la suite. Les années précédentes. Ouais, les années précédentes. On a quand même l'impression que Mike James est un énorme fouteur de merde, malgré son talent. Passé avec Itoudis à Moscou, Itoudis l'a mis sur le côté. Passé avant à Milan avec Ettore Messina, qui a tout fait pour lui, qui a fini par écrire un mail, une lettre d'amour. Qui est ressorti, évidemment. De mec déçu, qu'il a mis dans les médias pour dire c'est un enfer ce mec-là. Aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir des beaux joueurs, l'amène des grandes mallettes en Ukraine pour prendre des millions. Mais il n'empêche qu'au bout d'un moment, s'il flingue ton équipe à chaque fois. C'est une vraie question qu'on peut se poser, ça vraiment, on s'arrête 2 minutes là-dessus, mais c'est au-delà du basket, dans le sport en général. Est-ce que ça vaut le coup de casser un collectif qui marche bien? Qu'est-ce qui t'arrive toi là-bas? Non, mais c'est ta manière j'ai trouvé ça exceptionnel, la manière dont tu as amené cette nouvelle question. J'étais impressionné. Donc je vais répondre à la question, moi, plutôt, parce qu'on est... Moi, je crois que c'est toujours une histoire de calcul. On se souvient, alors on va prendre les meilleurs exemples. Jordan pouvait être affreux avec ses coéquipiers, mais tu gagnais. Kobe pouvait être affreux avec ses coéquipiers, tu gagnais. Mais il était vraiment affreux. Mike James, il est affreux avec ses coéquipiers, et c'est un méga super joueur, meilleur scoreur de l'Euroleague plusieurs fois. Maintenant, est-ce qu'il a fait gagner une équipe d'Euroleague? Non. Non. Donc... oui, pour la France, c'est un énorme coup, mais est-ce que cet énorme coup médiatique du début de saison n'est pas en train de se convertir finalement en un flop terrible? Parce que le mec est ingérable. Moi, je comprends, mais est-ce que la LNB, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais Beansport a repris les droits. Absolument. C'est tombé pendant la Tout à semaine. fait. Dimanche soir, il y aura un match de championnat de France sur Beansport. Est-ce qu'au-delà de l'aspect sportif, et j'entends tout ce que tu dis, Erwan, et je suis complètement d'accord avec toi, est-ce qu'au-delà de l'aspect sportif, le fait de but en blanc, l'info brute d'avoir Mike James dans ton championnat, ça ne se suffit pas à elle-même pour l'aspect clinquant que c'est. Tu veux dire qu'autour, tu t'aurais dû structurer l'équipe avec des gens plus... Mais en tout cas, ça apporte de la lumière sur Monaco, oui, c'est clair. sur ce championnat. Et je pense que mais nous, kiffeurs de basket qui suivons malgré tout, de plus ou moins loin, selon les gens autour de la table, mais Mike James, oui, quand il arrive, on se dit, ouais, mais moi, mon frère... ou mon père. Oui, c'est pas LeBron James, c'est pas KD. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pas Kevin Durant. moi, je pense qu'aujourd'hui, Victor Wembanyama apporte beaucoup plus de lumière au championnat de France que Mike James. C'est sûr, mais il doit être dans le top 3. Quoi. Oui, largement. Il s'est passé 3 mois, on a eu la chance de voir des matchs de Mike James, notamment en live à Levallois, où il a dit, alors oui, il met des paniers step back, il fait, il a une attitude honteuse. Mais Erwan, tu vois, par rapport aux comparaisons que tu faisais, là, c'était Jordan et Kobe, l'énorme différence quand même, c'est que Jordan et Kobe sont des mecs
sur qui tu te bases au début du projet. Là, le truc inverse, c'est que, et c'est pour ça que c'était plutôt dans ce sens-là ma question, c'est tu as un collectif qui marche, tu l'as dit, l'année dernière, ils sont quand même vainqueurs de l'Eurocup avec un effectif qui défend, avec évidemment des très bons joueurs. Tu viens péter cette idée d'effectif par une starlette, alors que les deux autres exemples, c'était vraiment, on se base dessus, c'est peut-être des connards, mais on va grandir avec. Tu vois, et c'est pour ça que je sors complètement du basket, est-ce qu'on peut se poser aussi la question de, quand tu as un effectif qui marche, aller avoir une opportunité d'aller chercher une resta, je pense par exemple à Lionel Messi, est-ce que c'est pas un trop gros risque, j'ai envie de te dire, pour pour aller chercher les plus grandes compétitions, avec, tu vois avec l'exemple de Monaco, et puis on parle de Mike James, ils ont rajouté depuis Dwayne Bacon, ils sont allés chercher Monty Jonas, et honnêtement ça marche pas. Et puis quand on connaît la philosophie de Zvezdan Mitrovic, qui est tout autour du collectif, qui ne supporte pas justement ce star system, on se souvient avec Edwin Jackson, ça s'était très mal passé aussi. Ouais, Edwin à l'Asvel pour le coup. On l'aime bien, mais c'est pas Mike James non plus. Lui, tout ce qui est ce star system là, ça lui va pas. Et là, ils lui ont créé une équipe il y a donc on savait que c'était voué à l'échec quelque part. Je peux te dire qu'on a eu j'ai pu croiser quelques joueurs français qui jouent à Monaco cette saison. C'est pas cadeau de jouer avec Mike James. Et on l'a su de la deuxième semaine de compétition. Donc voilà, oui, Tom. c'est des drôles de paris. Moi en fait, j'ai envie de me poser la question plutôt sur le choix du joueur. Tu parlais de Jordan ou Kobe, mais c'est des gars qui voulaient gagner. Et tu le savais, et tu le vois dans les documentaires après quand tu vois. Mais j'ai pas l'impression que Mike James a ça en lui. Et moi, ça me fait. Toi, tu prenais la comparaison de Messi. Moi, ça m'a fait penser à Neymar plutôt. Quand tu fais arriver Neymar, et Polo le disait très bien, ça faisait une super pub pour la Ligue 1. Est-ce que c'était un mec qui allait tout faire pour gagner ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu prends du recul et que tu vois l'investissement qui a été fait, tout le côté bling-bling et le niveau auquel est arrivé Neymar, et finalement, ce que tu en retiens 6 ans après, est-ce que c'est pas un peu le même truc des gars qui finalement n'ont peut-être pas le mindset de gagnant ? Tu as raison. Et puis Neymar, mais Neymar, quand il arrive, c'est top 5 mondial. Mike James, si tu suis pas l'Euroleague... Si, on peut dire que Mike James est top 5. Bah ouais, il joue l'Euroleague, les mecs. Moi, on peut dire que c'est top 5 Euroleague. NBA de loin, c'est vrai que Mike James, j'ai déjà entendu le nom, mais j'en ai jamais entendu comme d'un. Mais on parle de l'Euroleague, on parle pas de la NBA. T'as raison, vous avez raison. Mais dans le contexte de l'Euroleague, les grands joueurs d'Euroleague, t'en entends parler. Bien sûr. Mais moi, je parle pas médiatiquement, je parlais vraiment sportivement, parce que le but pour Monaco, c'est de performer mais sportivement. Au final, c'est vrai qu'on s'est tous enflammés à juste titre. Au final, il joue quasiment pas en Ligue nationale de basket. Il joue que les matchs d'Euroleague. Enfin, c'est finalement l'enflammade du début de saison. On est vite retombé. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est clair. On enchaîne, puisque Tom avait envie de parler de foot et envie de parler tout court. Ça tombe bien. Il y a une énorme info qui est tombée du côté de l'OL, c'est que votre GM, General Manager, Juninho, va partir parce que c'est trop dur. C'est trop dur à Lyon. Ouais, j'aurais aimé parler cette saison de foot et de Lyon qui va bien, mais c'est pas du tout le cas. Ouais, c'est une info qui était tombée il y a quelques semaines, après à la suite de la défaite catastrophique contre Rennes où on s'était mangé un bon 4-1. Il avait fait une sortie chez RMC. C'était une interview enregistrée et il avait dit qu'à la fin de la saison, il s'en irait. À la surprise générale. À la surprise générale, parce qu'il faut savoir qu'il n'avait quand même prévenu aucun des dirigeants lyonnais. Donc c'est assez surprenant parce que c'est quand même des genres de déclats que tu fais vérifier. Tu demandes si tu as le droit de le dire. Bon, lui, il a décidé. Je pense qu'il était très usé mentalement. Voilà, il est resté, plus de 2 saisons et demie. Il devrait partir donc là au mercato hivernal et il laisse un drôle de passage qu'il nous fait. Il y a c'est de la merde. Ouais, il y a de la merde, mais en fait j'ai pas envie de l'incriminer lui tout seul. Alors il y a eu des échecs, c'est lui qui ramène Silvinho, donc ça c'est un des plus gros échecs. Ouais, mais pour moi c'est son plus gros échec. Oui. Mais le problème, c'est que c'est le premier. C'est celui qui le lance. C'est le premier. Et j'ai l'impression que derrière, ce que Olas disait, allez, je me mets un peu en recul. Je donne un peu les clés à Juninho. Premier truc qu'il fait, il choisit Silvinho. C'est un échec total. Derrière, tu vas chercher qui le boss. Ça change tout aussi. Parce que tu vois, Bosch qui arrive, on a la sensation que c'est vraiment une idée de jouer, de repartir sur un nouveau cycle. Quand c'est Rudy Garcia qui déboule, oui. Tu fais un pas en arrière. On lui met Rudy Garcia dans les pattes. Exactement. Lui, il en a pas envie. Donc déjà là, c'est. Mais ça le flingue. Pour moi, Silvinho, avec le recul, c'est une erreur qu'il flingue pour la suite. Et s'il se barre si tôt. Mais finalement, t'es champion d'automne la saison d'après. Tu ramènes Paqueta et Guimarães qui sont quand même des bons joueurs. Et finalement, tu te remets quelque part un peu de crédit. Ce qui l'a encore tué, c'est au départ de Rudy Garcia. Il y a les entretiens avec Galtier. On sait que tout le staff lyonnais rêve d'avoir Galtier. Non.
Tous les fans lyonnais étaient sûrs Et qu'il allait venir, et tous d'après les les fans lyonnais, informations. Pas tous. Les Il ultras. y en avait un qui avait l'info. Ah oui, il y en avait qui Oui, l'avaient pas, mais ça venait des un ultras. bad gun que j'embrasse encore. Mais, pur et Bad dur. gun. mais ce qui en est ressorti, c'est que durant l'entretien avec Galtier, il n'a pas été bon. Galtier lui a fait un plan sur les transferts, les joueurs qu'il voulait avoir, et Juninho faisait que répondre que c'était un peu compliqué, que ça allait être compliqué, que ça allait être difficile d'aller chercher des joueurs, le budget, tout ça. Et finalement, ce qu'il en est ressorti, c'est que Juninho est très mauvais pour draguer les coachs, mais aussi les joueurs, et il est pas bon dans le relationnel. Et du coup, on lui a un peu remis sur sa faute, en tout cas dans le staff lyonnais, que si Galtier n'est pas venu, c'est de la faute de Juninho. Et du coup, ça l'a un peu flingué au sein donc, de la maison olympique lyonnais. Et Erwan le disait très bien, ça fait 2 ans que Aulas a pris du recul sur tout le plan sportif. Il a donné beaucoup plus d'importance à son numéro 2, qui est, j'ai oublié son prénom, je vais le retrouver, Vincent Ponceau, merci, Vincent. qui est devenu... Pas Vincent Pourchaud, hein. Ouais, Vincent On ne se Ponceau. trompe pas. Hein. Je pense qu'il y a déjà 40 cm entre les deux hommes. Hein. Qui est devenu directeur du football. Et du coup, il y a un gros problème à l'OL, c'est qu'aujourd'hui, ils ont changé aussi le directeur marketing, le directeur commercial. Il y a eu tout un renouvellement, mais personne n'a vraiment de rôle. Et Juninho, il était esselé là-dedans. C'est pour ça que je disais que j'avais pas envie de l'incriminer. C'est qu'à un moment, il s'est retrouvé esselé, tout seul. Je pense qu'il a une usure mentale qui est catastrophique. Et le fait que Aulas, ça part d'un bon sentiment, qu'il se retire un peu du football, et ben en fait, tu te rends compte que c'est lui qui mettait l'ordre. Que si l'Olympique Lyonnais était un des clubs qui était le plus sain depuis des années, c'est parce que Jean-Michel Aulas arrivait à faire de la gestion d'hommes, à mettre chacun à sa place. Depuis qu'il a pris un peu de recul, j'ai l'impression que l'institution lyonnaise est en train de s'écrouler. Là, Juninho s'en va. Moi, je pense que c'est le début d'un haut du chapeau qui va très mal. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Joseph, de ce départ, de ce passage de franchement, Juninho? Franchement, moi, si j'étais supporter lyonnais, je suis quand même bien inquiet pour l'avenir. Ce ticket de Juninho, Peter Bosch, il m'avait franchement intéressé. Et les mecs, ils parlaient football, ils connaissaient le club. J'avais l'impression que quelque chose allait se créer sur toute la prépa. Après, c'est vrai que les résultats n'ont pas suivi dans la deuxième partie de saison, mais quand Paqueta était tout en haut, on avait l'impression que c'était le club qu'il fallait suivre, que c'était Ça a duré 3 semaines, ça. C'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est vrai, mais moi j'ai vraiment l'impression aussi que Juninho s'est fait cirer la planche à Lyon par cet homme de l'ombre dont personne ne connaît rien, qui est Vincent Ponceau. On ne sait absolument pas ce qu'il fait, On absolument peut pas ce rajouter qu'il le dit. départ de Florian Maurice, hein, qui est Bah oui, Parti à Rennes, qui est parti à Rennes. et ça, c'est quand même très En fait, il y a plein d'éléments sur le tableau qui restent très inconnus, et notamment, il y a un homme qui joue un rôle là-dedans et qui est, je pense, le vrai organisateur du vaisseau olympique lyonnais, c'est Ponceau. Et quand un mec comme ça, directeur du football, c'est des titres, à la limite, ils veulent rien dire. Moi, à mon avis, cet homme-là, il était assez vexé de voir un homme comme Juninho prendre toute la lumière, et lui, derrière, de n'être personne. Et je pense vraiment qu'il a ciré la planche à Juninho, et qu'aujourd'hui, Lyon va se retrouver avec quoi derrière? C'est une vraie question. C'est toujours une le vraie problème question. quand tu as un grand dirigeant comme Jean-Michel Aulas qui, à un moment, dit « Ok, je me retire, les gars, à vous ». Et là, ben, en fait, tu as tous les renards. T'as tous les renards qui sont plus là pour le club et qui sont là pour la gloire, pour le prestige et qui ne bossent plus pour le club. Et je pense que Juninho, c'est un amoureux du foot, c'est un amoureux du club et qu'entouré de mecs finalement qui veulent juste qu'on les dents comme ça, en fait, on retrouve un peu certains codes qu'on retrouve souvent au PSG. On y revient. Non, mais tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, je sais que mine de rien, Aulas, avec les excès qu'il pouvait avoir, il tenait le club. Et en fait, tenir un club, on se rend pas compte comment c'est important par moment et que quand tu ouvres les vannes en disant ben moi je me retire un peu pour des raisons parce que ça fait longtemps que je veux petit à petit passer la main, ben en fait ce passage de flambeau il est très compliqué parce que derrière il n'y a pas que des mecs qui viennent avec des meilleures des intentions. Et on me demande si je suis insider à l'OL, évidemment que non, mais c'est d'ailleurs signe d'un club qui va pas très bien, c'est que tu as beaucoup d'infos qui ces derniers jours qui ont... Ce qui n'était pas le cas avant l'OL. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Moi je rajouterais un dernier truc, c'est que l'OL là depuis 2 ans et depuis la création du stade, c'est que l'OL est en train de devenir une marque. Et j'ai l'impression que depuis que son côté en bourse. Ouais, j'ai l'impression que Jean-Michel Aulas, alors c'est très bien, il y a l'OL Valais autour de l'OL, donc tu as un parc d'attractions, tu as plein de trucs autour de l'OL. C'est devenu une vraie marque. J'ai l'impression que le côté sportif a un peu. Il joue contre Euro Disney d'ailleurs samedi. Hein. Faut les gagner absolument à Marne-la-Vallée. Hein. On revient à 3 points. On va mettre la pression sur Mickey Dingo devant. Bientôt le samedi, moi je vais jouer contre OL entreprise dans mon championnat entreprise. Ça va être. Non mais c'était. Et puis récemment, t'es partenaire avec l'Asvel, donc tu as fait la LDC Arena. Donc pour eux c'est une réussite, mais finalement l'Olympique Lyonnais
lyonnais sur le plan sportif, depuis quelques années, c'est un peu catastrophique. À l'image d'Arsenal. C'est Arsenal. À l'image d'Arsenal, des finances plutôt saines et un beau stade qui t'appartient. Tout pour réussir. D'ailleurs, c'était le grand projet depuis les 15 dernières années des clubs qui veulent avoir leur stade et augmenter leurs revenus autour du match de foot. Hein. Donc, tu le disais, aller au parc Astérix à côté, là, aller au ciné, aller dans les restos et ainsi de suite, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier que les gens vont surtout au stade pour regarder des bons matchs de foot. On se sent en tout cas très pour jeter des bouteilles d'eau dans la tête du meilleur joueur du championnat. Mais première nouvelle. mais Mbappé avait pris une bouteille d'eau. évidemment, t'es un peu triste parce que mine de rien, c'est Juninho. Il reste c'est le sens. il reste 8 saisons, tu gagnes 7 titres, c'est le capitaine emblématique, évidemment, et c'est toujours risqué d'être une légende d'un club et de vouloir revenir dans le club derrière avec un autre rôle. Bon, voilà, c'est un peu grillé, mais bon, on lui en veut pas trop. Quelques commentaires, j'ai vu un certain, dont je ne prononcerai pas le mot, qui disait que Ola c'était un sac à purin. Voilà, je voulais... Ouais, t'as vu qui c'était, hein. J'ai vu ce commentaire, c'est Huston. Ouais, sans doute, ce mec là qui nous suit. Il est chaud, le gars. C'est une sacrée insulte. Hein. Ouais, Un énorme amateur des visiteurs. Ah, tu connais personnellement, Ouais, je crois que ça me rappelait quelqu'un, ce pseudo. Il paraît que Manu dans le chat. Prosper le purineur. Absolument. Il paraît que Manu est dans le chat pour de vrai ou c'était une blague? Alors, écoutez, pour être Manu honnête, souvent dans le je chat. n'ai pas écouté grand-chose de ce qu'a raconté Tom, mais c'est On a pas remarqué, parce que ouais. je n'étais pas intéressé, c'est parce que avec Manu et avec Jaëm, on va essayer de faire en sorte que Manu nous passe un petit coup de fil pendant qu'on parle de F1. Appelle un ami. Est-ce qu'il y connaît, lui, en F1? Eh bien, Manu, si tu nous écoutes, si Jérémy t'a pas encore contacté, même si je suis sûr que Normalement, si, il a eu le message. j'espère que ce sera possible. En tout cas, tu es le bienvenu. On va... Ce n'est pas une promesse, c'est un espoir. C'est un Oh là espoir. Votez pour la rêve. Votez Polaire. N'en dis pas plus. Absolument. Les gars, on va sur l'image de la semaine. Attends. Eh oui, mais non. Quand Marseille fait des trucs lourds, il faut le montrer. Qu'est-ce qui s'est passé le dingue? Est-ce que tu peux pas me commenter le match, le but là? L'héritier de Jean-Pierre Papin est là. Non, alors, pas du tout, parce qu'en fait, alors... L'image de la semaine, s'il vous plaît. L'image de la semaine. Donc, écoute, on prend, on va pas se mentir, on est très content. Marseille, en tout cas, les Marseillais ont fait une superbe opération parce que Nice était allé gagner à Rennes et du coup était remonté sur le podium. Marseille était sorti du podium. Donc, Marseille, avec cette victoire, revient deuxième. Avec la manière, en tout cas, sur l'esthétique de ces buts-là. C'est Canetta Tcharin qui met le deuxième sur un coup franc de Payet. Belle victoire pour Marseille après sa défaite à Brest, donc contre Brest, pardon. Donc, les Marseillais rebondissent. Mais voilà, écoute, une belle victoire, mais j'ai toujours du mal à trouver des certitudes chez ces Marseillais, notamment dans la durée. Pour être complet sur Marseille, contre qui vous jouez dans cette magnifique C4? On a oublié Bakou, là. Karabakh. Tout à fait. Donc, la sorcière. La sorcière. la fameuse sorcière. Du côté de la Verdaguian. Du coup, je vais aller au stade. Si Si elle est là, tant mieux, Erwan. En tout cas, voilà, pour être complet, cette Coupe d'Europe qui s'offre à vous. Il ne reste plus que 14 tours pour essayer d'être champion. On suivra ça tous les jeudis, évidemment. Non, il y a pas d'étoile. Petite étoile. Bon, on la prend. Petite étoile. On a fait le tour sur la page Ligue 1. On reste à l'affût avec Manu pour essayer de le récupérer via visio, via téléphone, pour discuter de F1, puisque tout de suite on passe au mode Tom et il sera consacré à Max Verstappen et surtout la soirée incroyable, la journée incroyable hier, ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Mon cher Tom, il a gagné son premier titre à 24 ans, lui qui avait déjà tout pour lui, le talent, la fame et l'argent. Mais assez parlé de Tom, qui a certes remporté le tournoi de pétanque de l'association Beaujolais ce week-end, mais qui est là pour nous parler de Formule 1. C'est le mot de Tom. Ouais, c'est vrai que mon week-end ressemble à celui de Max Verstappen. À un détail près quand même, lui a gagné le titre de pilote et 7 millions d'euros, alors que moi j'ai gagné une rosette. Alors, salut Thomas, salut les gars. Je préfère vous prévenir, la Formule 1 m'a rendu fou ce week-end, complètement schizophrène, à un point où ça a même impacté ma vie de tous les jours. Depuis dimanche, je change d'avis toutes les 2 secondes. C'est un délire. Hier, j'adorais la chanson française. Ce matin, j'ai bien aimé le dernier titre de Vita Slimane. C'est n'importe quoi. Faut dire que le dernier Grand Prix de la saison m'a complètement chamboulé. C'était le dénouement d'une saison de dingue entre 2 pilotes, Max Verstappen et Lewis Hamilton, et une dernière course pour les départager. Un scénario hollywoodien avec du suspense, des personnages forts, des belles voitures, des accidents. Oui, ça ressemble étrangement au synopsis du dernier Fast and Furious. La grande différence, que j'ai trouvé ça bien écrit. Avant le départ, je vais pas vous mentir, j'étais pro Hamilton. Je préférais le personnage, je le trouvais plus attachant, plus iconique comme disent les jeunes sur TikTok, plus solaire comme disent les vieux dès qu'ils voient une personne de couleur. Puis il avait réussi à revenir sur Verstappen au cours des derniers Grands Prix. J'aimais bien l'histoire du favori qui devenait outsider. Bref, au départ, j'étais pour Hamilton. Il est solaire. Alors, à quel moment sont arrivés
sont arrivés les premiers signes de schizophrénie, mon cher Tom? C'est arrivé très vite dans la course. Je crois que tout s'est passé au premier virage, en fait. Sur le départ, Hamilton dépasse Verstappen et je me dis, OK, let's go, Lewis. Puis il y a ce premier virage où Verstappen revient. Les gars sont côte à côte. C'est chaud, ça va se toucher. Et non, pas du tout. Parce qu'Hamilton a décidé de faire comme CNews, virer complètement à droite et couper le virage. Moi, ça m'a rendu fou. Je pense que c'est là que j'ai vrillé, que ça a pété dans mon cerveau. D'un coup, alors que j'étais pro Hamilton depuis le début, je suis passé du côté des supporters de Verstappen avec Polo. J'étais là, non, pas possible. Mais je me suis dit, bon, ça va, c'est grossier. Si la FIA va faire une enquête, qu'est-ce que je suis naïf. Les commissaires ont estimé que Hamilton avait rendu son avance et ont jugé un non-lieu incroyable, choquant même, j'ai envie de vous dire. Après, il paraît que c'est les mêmes qui avaient jugé O.J. Simpson, donc c'est pas si choquant que ça. On se dit alors que le titre est joué, heureusement, il existe Nicolas Latifi, qui pourtant normalement a autant de choses à voir à la bataille du titre que Bigard avec la finesse. Mais t'as des gens comme ça qui s'incrustent à des endroits improbables où tu ne les attends pas. Ça marche pour Latifi dans les derniers instants de la saison. Ça marche aussi pour Tanguy au meeting de Zemmour. Je sais pas si tu vois. Bien sûr, Tanguy David, la famille, bien sûr. À quelques tours de la fin, Latifi fait donc une sortie de piste, ce qui oblige une voiture de sécurité à intervenir. Verstappen en profite pour reprendre son retard sur Hamilton et sur le dernier tour, il le dépasse et devient champion de Formule 1. Et là, je crois que quand il franchit la ligne, je fais un mini AVC, parce que je sais pas comment réagir, je bug complet. Je sais pas si je suis heureux de voir Verstappen gagner ou dégoûté de voir Hamilton perdre sur les derniers kilomètres. En fait, je me rends compte que je sais pas vraiment qui je supporte depuis le début. Par contre, je comprends qu'on vit un grand moment de sport et que peu importe de quel côté je suis placé, je suis impacté. Il y a 2 ans, je suivais pas la Formule 1, j'ai pas honte de le dire. Hier, j'ai crié sur la fin comme si j'étais en train de conduire. C'est là toute la force du sport et sa faculté à nous emmener avec lui, à nous rendre fous, à en devenir schizo. Alors pour ça, merci le sport, merci la vie, mais surtout, merci Latifi. Merci Latifi, bravo. On va en parler en long et en large, c'est tout de suite dans la perf du week-end. La perf du week-end est donc dédiée à Max Verstappen, champion du monde de F1. Dans le dernier tour, quel dernier tour extraordinaire face à Lewis Hamilton. Bravo d'abord aux Néerlandais, on va quand même jouer beau joueur pour tous les fans de Lewis Hamilton. Ça a été une saison fantastique et pour en parler, évidemment, Manu serait là parmi nous, ce serait incroyable. On m'a dit dans l'oreillette que Manu serait Manolo Incroyable, t'as l'air en forme mon gars, ça va? Ça va quoi les gars, la forme, tranquille? Attends, je vais lui envoyer l'inspection du travail parce que si ce mec-là a le Covid, qui reste chez lui, c'est pas normal. Bravo à la régie, vous avez assuré, bravo, on est content de t'avoir mon Manu pour parler justement de cette F1. On était obligé quand même de t'avoir un tout petit peu avec nous pour décrypter tout ça. Nous, on va surtout aller sur de l'émotion parce qu'hier il y avait énormément d'émotions. Je pense que c'est ce qui a secoué un peu tout le monde sur Twitter, surtout parce que vous connaissez, on est tous à fond sur Twitter. Est-ce que c'était le plus grand moment de l'histoire de la F1, Manu? Allô Manu Pour le pire et pas alors, dans ces cas-là. Allô, tu nous entends? Très bien, vas-y. Le 11e, c'est loin. Non, je te disais, ouais, pour le pire, pour le meilleur, ça a été un grand moment pour la Formule 1, ça c'est sûr, parce que d'un côté, on a eu déjà la saison a été fantastique. On a quand même eu la chance que ça se joue dans le dernier tour de la dernière course d'une saison qui a été super longue. Non, c'est historique en termes d'intensité émotionnelle. On l'a bien vu avec le papier de Tom. Ça a permis aussi à s'ouvrir peut-être encore plus un élargi autour de moi, peu de personnes, si pas de Formule 1, mais qu'on vibrait hier devant cette course. Donc forcément, pour le meilleur, c'était une course incroyable, mais pour le pire aussi, parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions qui sont discutées et on ne sait pas si la décision la plus juste a été prise par les commissaires, mais en tout cas par le directeur de course, plus précisément, mais en tout cas c'était un super grand prix. Ouais. Alors très bien, allons d'abord sur l'émotion qu'on a vécue hier, c'était extraordinaire Polo. On est tous un dimanche après-midi devant Canal pour vivre cette course complètement folle avec ce départ, puisque Lewis Hamilton reprend la première position à Max alors qu'il était en pole position. Ça a duré tout du long avec évidemment ce climax et avec cet accident de Latifi. Comment t'as vécu ça Polo? Là, un peu comme là, je sais pas pourquoi, j'ai un peu chaud, c'est peut-être à cause de la veste, mais en tout cas, le dimanche après-midi, c'était pas du tout à cause de la veste, mais c'était, je pense, la première fois qu'avec mes potes, on s'est réunis, on s'est dit, à 14h, on regarde et on va vibrer.
Et du départ du premier virage jusqu'au dernier virage, comme aime bien le dire Canal+, ça a été extraordinaire. Moi, j'ai fini le Grand Prix debout, avec les jambes qui tremblaient comme ça, parce que le moment que tu étais en train de vivre était extraordinaire. On a face à nous 2 champions extraordinaires, alors qu'on on est obligé, d'ailleurs, on en parlait un peu avant l'émission, obligé soit de prendre parti pour l'un, soit de prendre parti pour l'autre. C'est clivant, c'est une dualité extraordinaire, et on a eu son paroxysme à cette course, du premier virage jusqu'à la fin. Ce moment de sport, on en parlera peut-être un peu à la fin du débat, mais ce moment de sport est l'un des plus grands moments de sport que j'ai vécu, sans aucun doute. C'est quand même incroyable que la F1, qui était délaissée par tout le monde il y a quelques années, devienne peut-être le moment le plus hype de l'année en termes de sport, Erwan. On reviendra jamais sur le côté marketing des choses dans cette ère-là, dans les années 2020. Aujourd'hui, il faut savoir vendre les choses. C'est ce que la F1 a réussi à parfaitement faire avec Netflix. Pour revenir sur cette saison-là, moi, hier, j'ai vécu un moment exceptionnel. C'est tout ce qu'on attend d'un Grand Prix. Un départ d'anthologie, une arrivée d'anthologie. Voilà. Après, ce qui se passe des fois entre les deux, il y a aussi des choses. Mais on peut être sûr que Emmanuel et les pistonnés, peut-être, pourront me contredire si je me trompe. Mais j'ai l'impression que quand tu as un super départ, une super arrivée, c'est quand même, tu sais que tu as vécu un Grand Prix. Là, en plus, quand les conditions font que tu as 2 mecs à égalité et que c'est ce Grand Prix-là qui doit déterminer le futur champion du monde, ça rajoute en plus de la folie. Moi, quand les deux sont côte à côte dans le dernier tour, avec les commentaires de Julien Febvre, je suis en train de me dire, je sais que je suis en train de vivre un truc. Je suis en train de vivre un grand moment. Ça, c'est la réaction à chaud. Après, avec le recul un petit peu, finalement, il y a un petit peu de déception parce que, pour moi en tout cas, parce que je me rends compte finalement, ça s'est pas vraiment joué sur la piste comme j'aurais voulu que ça se joue. Il n'empêche que l'instant T, je suis seul chez moi. D'ailleurs, je t'envoie une photo. Je suis seul chez moi. Tu nous envoies une photo. Je vous envoie une photo. Et j'ai des frissons d'un sport qui n'est pas le mien. Et quand le sport comme ça, peu importe que ce soit ton sport préféré ou pas, te met des frissons comme ça avec des commentaires exceptionnels, et ce final où il se tire la bourre pendant les 30 secondes, où Hamilton essaie de défendre comme il peut, tu te dis oui. Là, je te rejoins, je me dis oui, j'ai l'impression de vivre un grand moment d'histoire. Dites-nous dans le chat si pour vous c'est la même chose. Est-ce que vous avez vécu le même terme, le même niveau d'émotion hier après-midi? Manu, je reviens vers toi. On se posait la question à hors antenne, on va pas se mentir, on a quand même commencé à s'embrouiller, tu nous connais, sur cette affaire de course hier à Abu Dhabi. Est-ce que tu as la sensation que celui qui devait gagner au vu de tout ce qui s'est passé dans la course a gagné? C'est orienté. En fait, c'est volontaire. Non, mais le problème, c'est que la question, elle se pose pas comme ça. C'est-à-dire que, bien évidemment, hier, Lewis Hamilton est souverain sur cette course. C'est-à-dire que même lorsque Sergio Pérez aide Max Verstappen et lui permet de gagner 8 secondes pour revenir dans la course en gênant Lewis Hamilton, on voit bien que Lewis Hamilton, directement après, il a le champ libre et il s'envole. Et Red Bull ne pouvait pas compter sur une victoire à la régulière. C'était pas possible. Quand je dis à la régulière, c'est pas en termes de règlement, parce qu'aucun règlement n'a été bafoué hier. Faut pas l'oublier. Il y a certes un article qui a été appliqué à moitié, mais aucun règlement, rien d'illégal n'a été fait hier. Mais si tu veux, c'est ça aussi le charme du sport automobile, et je pense que c'est ça qui est intéressant dans cette course-là, c'est que tu as toutes les qualités du sport automobile qui s'expriment. C'est qu'il y a la circonstance de course. Qui pouvait penser que Latifi allait se mettre dans le mur, qu'une safety car allait rentrer et que ça allait bouleverser forcément l'ordre des choses. Et on sait très bien que lorsqu'il y a une circonstance de course comme il y a eu hier, et ben généralement c'est le leader qui est pénalisé. Mais ça, c'est le jeu qui veut ça, et c'est l'esprit, on va dire, de ce sport automobile-là qui veut que malheureusement ce genre de choses puisse arriver. C'est comme quand tu es dernier à Mario Kart et que tu as toujours des carapaces rouges. Et le premier, il a toujours des bananes bleues. Bleu, ou surtout le gros truc qui part. Et quand t'es premier, t'as toujours une banane dégueulasse ou d'une pièce. Ou une pièce. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas. Ouais. Là-dessus, c'était la carapace bleue. On est une émission sérieuse, les gars. Ouais. On essaie de comparer les sports qui comptent sur la planète, évidemment. Qu'est-ce que vous en dites, ça, de cette question, les gars? Peut-être toi, Tom, est-ce que tu as la sensation, et je repose cette question volontairement orientée, les gars, bien sûr, on ne s'énerve pas. Est-ce que vous avez la sensation que Je viens vers toi, calme-toi, laisse-moi 30 secondes, on va arriver vers toi. Parce qu'en fait, il a un drapeau néerlandais à sortir, c'est pour ça. Comme l'ensemble du stade, d'ailleurs. Depuis tout à l'heure, il entend ça. Il chantonne l'hymne déjà, genre. Est-ce que tu as la sensation, toi, que celui qui aurait dû gagner a gagné hier? Non, moi, en plus j'ai la sensation, moi, alors sur les 2 dernières courses de ce championnat, c'est que nous on vient de sport quand même, du foot, du basket, où les règles elles sont écrites, tu les appliques, il y a faute, il y a coup franc, il y a main dans la surface, il y a penalty. Là j'ai l'impression... Ça dépend. Ça dépend. Si la Juve... Là je trouve que sur les 2 derniers...
il y a des négociations dans les règles, il y a des règles qui peuvent s'appliquer, mais finalement la FIA décide de l'appliquer comme ça, mais alors elle peut aussi l'appliquer comme ça, c'est elle qui décide. Et du coup, je trouve que ça fausse un peu le championnat et j'arrive pas à me savoir si ça casse le mérite de Verstappen. Moi, ce que je sais, c'est que sur le truc de la course, je pensais que Hamilton allait gagner, enfin je le trouvais méritant, mais j'étais un peu déçu que ce soit aussi facile quelque part. Et quand j'ai vu que ça allait repartir les deux côte à côte, j'avoue que ça a remis un coup d'émotion. Mais est-ce que ça enlève de la superbe à la victoire de Verstappen ? Je crois un peu quand même. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on n'ait pas eu le droit à ce drapeau rouge. Les deux, tu veux faire un dernier tour, les deux rentrez au stand, mettez des pneus et vas-y, on se tire la bourre sur un tour. Là, en fait, avec l'avantage de Lewis Hamilton qui serait parti voilà, au vu de son grand certes. Moi, ce qui me dérange à un moment donné, c'est vrai que sur le moment, je me dis, oh, ça va être génial le tour quand il se charge. Ouais. Vraiment, je suis là, je hurle chez moi tout seul. Parce qu'on a espoir que Hamilton ait une voiture qui tienne la route. Parce que je crois naïvement, parce que c'est un sport que je maîtrise pas assez, je crois naïvement qu'Hamilton et Verstappen à ce moment-là ont les mêmes chances. Et je me dis, c'est du 50-50, c'est génial. Et en fait, pas du tout. En fait, avec le recul, quand t'entends un peu les analyses, les mecs ils disent non mais l'autre il a des pneus de Clio, frère. L'autre il vient juste de changer, c'est ça qui l'autre il a des pneus neufs, mais en fait il y a même n'importe qui, même moi dans la Red Bull, je le double Hamilton avec l'état des pneus. Sans permis. Non mais on dirait Ismaël, un stagiaire de 3e. Sans permis. Sans permis. Et pour cher non plus, il a pas le permis. Je me serais fait arrêter à la fin du. J'aurais encore fait la contresens encore. J'aurais encore fait de la garde à vue. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait j'ai l'impression que cette excitation qu'on a eue, allez, il tire la bourre sur le dernier tour, c'est génial, que le meilleur gagne. En fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. J'ai l'impression qu'en fait, Michael Masi, il est là, il se dit, OK, si je fais pas de drapeau, je sais où je continue avec la safety car, je sais pas tous les bons termes, ne m'insultez pas. Et c'est Hamilton qui gagne. Ou alors, je fais repartir la course, et dans ce cas, avec les mecs certains qui peuvent dépasser, d'autres pas, et c'est Verstappen qui gagne. En fait, la décision, à un moment donné, Michael Masi s'est retrouvé avec la décision de dire, qui je fais gagner. Et moi, ça me laisse un goût amer. Et j'ai envie de dire, c'est injouable pour Michael Masi sur lequel on est énormément tombé. Mais à partir du moment où Latifi se met en travers d'une route et que ça oblige, même pas une virtual safety car, mais une safety car, voire un drapeau rouge, tu sais que si c'est une safety car, tu donnes presque la victoire finalement à... Bon, en fait, je vais te dire oui, mais ça s'est même pas passé comme ça, puisque même pendant la safety car, ils ont réussi à ne pas savoir quoi faire des retardataires. Est-ce qu'on doit les laisser passer ? D'abord non, et ensuite oui. Sachant qu'il y a, ce qui est dingue aussi, je te laisse continuer après Polo, c'est que c'est quand même archi rare de voir une safety car partir aussi peu de temps après que la route soit dégagée. La route était encore... d'habitude, tu prends un peu plus de temps, un tour en plus. Il reste un tour et demi et tu ne peux pas finir ce Grand Prix sous safety car. Ça, c'est impossible. Je pense que personne ne voulait faire ça. Parce que là, pour le coup, tu prends une décision, mais la décision, déjà, elle est nulle sportivement. Et en plus, elle avantage clairement quelqu'un puisque tu ne laisses même pas la chance ni à Verstappen de revenir sur la piste après cette éventuelle safety car. Donc, moi, je pense que pour Michael Masi et toute la direction de course, et Manu le confirmera peut-être, mais je pense qu'il n'y avait aucune bonne solution finalement. Manu, est-ce que tu peux répondre à cette question ? 24 heures après la course, il y a eu une nuit entre temps et tout. Hier soir, les pistonnés étaient en direct sur Twitch d'ailleurs. Il y a très un truc content. dans les commentaires, parce que j'ai des drapeaux rouges, parce qu'on en parlait un peu. Et en fait, les gens disent que quand il n'y a qu'une voiture, entre guillemets, c'est impossible de mettre drapeau rouge. Donc en fait, c'était pas une option. Alors Manu, explique que ça soit une option. Explique-nous Manu. C'est quoi ? J'ai pas compris l'histoire d'une voiture, mais ok. Si, drapeau rouge aurait pu être une option. Il y aurait pu avoir le risque aussi qu'il ne reste pas assez de tours. Il restait assez de temps pour qu'on mette un drapeau rouge, et qu'on fasse un restart. Donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Moi, je pense que l'énorme erreur de Michael Masi hier, c'est d'avoir voulu essayer à tout prix de terminer cette saison 2021 sous drapeau vert. C'est ça l'énorme erreur. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu déploies la safety car, que tu vois le problème que Latifi avait dans le virage, il y a un protocole qui est très clair. Et c'est l'article 48.12 sur lequel Mercedes a fait réclamation, c'est que toutes les voitures doivent être alignées derrière la safety car le temps que la piste soit sécurisée et que la zone accidentée soit complètement évacuée. Derrière, il te faut un tour pour laisser les retardataires, ceux qui ont déjà un tour, passer devant la safety car et rejoindre la file. Donc ça prend un ou deux tours. En fait, on n'avait pas le temps hier. Et c'est ça l'erreur qu'a fait Michael Masi, c'est qu'il a voulu insister à tout prix pour relancer le spectacle et qu'on ne termine pas sur une safety car. Oui, ça aurait été triste, mais quelque part,
c'était C'est la peut-être loi de la l'histoire de course. cette course. Oui, c'est C'était peut-être l'histoire de cette course. Michael Masi Et c'est ça le problème. Les gars, c'est nul la Michael- loi de la course vue comme ça. Michael Ah non, Masi vas-y, n'est pas attends, vas-y. responsable Oui, mais- de l'état des pneus d'Hamilton, et c'est un mec qui le dit dans le chat aussi, c'est que Vous auriez préféré que une course de Formule 1 avec autant d'enjeux se termine sur une safety Non, ce car. qu'on veut dire, c'est qu'une course Pour que- normale Non, de mais- Formule 1 se serait terminée sous safety car. Oui, mais c'était pas normal. mais- en Ah, fait. ça, c'est clair. T'es obligé Michael de Masi- respecter un peu l'histoire de cette course-là. Ah non, mais là, justement, là, t'écris un film. Mais justement, c'est Oui, ce que je exactement. dis. Ah, mais non, mais non. Mais si, l'injustice fait Ah, mais non, partie mais- non, mais intégrante dans du ce cas, sport. dans ce qu'en fait, c'est plus la FIA qui doit gérer la Formule 1, c'est Netflix. C'est déjà le cas, je te rassure, c'est déjà le cas. Mais- Peut-être, peut-être le rugby, tu vas faire la gueule. Je te Mais dis non, direct, hein. mais combien d'injustices Eh sont ben, l'équipe de France, parsemées. l'équipe de France en Afrique du Sud en demi-finale Eh ben, en 95 eh ben- quand ils doivent gagner et qu'on leur refuse un essai c'est- pour écrire l'histoire. Mais c'est relou, mais gros. c'est pareil que contre la Nouvelle-Zélande en rugby. C'est en finale quand tu perds et que tu te fais baiser. Mais bien sûr que c'est un enfer. Et aujourd'hui, je sais pas moi, les supporters de Lewis Hamilton voient en ce Masi leur Denis Satekin pour les supporters du PSG. Mais c'est comme ça, c'est ce qui fait. Ouais, mais le sport. Il y a c'est le toujours sport aussi. des injustices dans le sport. Et cette histoire-là est bien plus belle à raconter que celle de terminer Ouais, sur c'est une vrai. safety car. Et t'aurais suis eu d'accord. les mêmes injustices de toute façon. Moi, la sensation que j'ai, c'est que Verstappen, de base, est-ce que c'est véritablement un sport juste parce qu'ils n'ont pas les mêmes voitures? Non, ça, c'est clair. Alors Verstappen a joué aussi, lui, toute la saison avec des règlements, en allant surperformer et en jouant avec le règlement. À chaque fois que j'entendais des histoires comme ça, c'est parce que Max Verstappen et Red Bull jouaient un peu, allaient titiller un peu la FIA en leur disant eh ben ouais, ben nous, tac, tac, tac. Et ils allaient chercher, ils grimpaient, et ils ont fini par les emmerder. Mais à armes égales, est-ce que Red Bull et Verstappen gagnent? C'est un peu la question C'est que j'ai une envie de question. poser à Manu. Moi, la question, et j'ai envie de rajouter Ouais, aussi, c'est en fait, c'est un championnat du monde. C'est pas une finale de Coupe Il du y a Monde. 23 courses. Donc il y a 23 courses. Et est-ce que sur les 23 courses, Manu, est-ce que finalement ça devait se jouer sur cette dernière course et c'était logique? Mais il en gagne 10, hein. Il en gagne 10 Ou est-ce déjà, que hein. quand même Red Bull et Verstappen ont réalisé un Bien mérite sur l'ensemble? Parce que c'est bien aussi d'avoir l'ensemble global des choses. Parce que là, on est en train de résumer un championnat du monde, et c'est ça qui est un peu excitant aussi. Mais on résume, et c'est génial pour l'histoire, hein, on en revient à ça, mais on est en train de résumer un championnat du monde de Formule 1 de 23 courses à un dernier tour. Frère, il est à Bogota ou quoi? C'est pour toi, Manu, hein. Je sais pas si tu. C'est pour toi. Non, mais attends, il a dit il a eu décalage. Décalage. Mais c'est ça qui est génial, tu l'as dit, et c'est le quand live, tu regardes la saison c'est de, le live, en fait. quand tu regardes, Vas-y, reprends. Vas-y, c'est bon, vas-y, vous m'entendez ou pas les gars? Oui, oui, oui. Pardon, excusez-moi. Ouais, non mais je reprends les gars. Tu l'as dit, c'est absolument extra. Que juste la saison de Max Verstappen, c'est quand même 10 victoires. 10 victoires en une saison. Il y a que 3 mecs qui l'ont fait avant lui. Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel. Ça montre quand même la saison. Le chancre, on va dire, de cette nouvelle génération de la Formule 1, il arrive et justement dans la bataille mentale, il a su faire vaciller Lewis Hamilton aussi parfois. Donc c'est là où je te dis que bien évidemment ce titre il est archi mérité et qu'aujourd'hui il y a eu une circonstance de course avec une interprétation humaine. Le débat est peut-être est-ce qu'il y a trop de pouvoir aujourd'hui sur ce type d'action en Formule 1? Est-ce que c'est son rôle de doper le spectacle? Est-ce que c'est le rôle par exemple d'un arbitre de siffler un penalty parce qu'on a envie que la finale de la Coupe du Monde se prolonge un petit peu plus et qu'on densifie le suspense? Chacun aura sa réponse bien évidemment là-dessus. Mais bien évidemment que ce titre n'est pas volé. Et encore une fois, on a le débat aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on aurait dit en 94 quand Schumacher sort volontairement des Monil? Qu'est-ce qu'on a dit en 97 quand Villeneuve, alors il s'en sort bien Villeneuve dans le crash à la différence de Demonil, mais vous voyez, il y a eu plein d'exemples, plein de précédents déjà dans ce sport, et il ne faut pas remettre en question le titre de champion du monde de Verstappen qui est juste extraordinaire. Je pense qu'on se rejoint quand même. Rapproche-toi du McDo pour la C'est un Wi-Fi. vrai symptôme Covid. Hein. Ouais, un pauvre Manu. Non, mais après, on Il n'y se a pas rejoint que Manu qui a le complètement. Covid, il y a sa Wi-Fi aussi. Hein. Bravo, c'est une blague du chat hein, que je ne vais pas m'accorder, bravo. Il y avait la meilleure blague, c'est Thomas Pesquet avait moins de latence quand il était en orbite. Et celle-là, elle est fantastique. On va continuer quand même à discuter de tout ça. Il nous reste au moins 10 minutes à parler de ce Grand Prix, de ce final, de ce finish extraordinaire.
personne ne va remettre en cause le titre de Max Verstappen. Bah si, moi, complètement. En revanche, j'ai envie de vous poser une question. On a lancé une pétition. J'ai envie de vous Deux poser- signatures. On a tous la sensation, alors surtout sur Twitter, mais bon, on n'est pas assez con pour prendre les gens sur Twitter, enfin pas les gens, mais de prendre les avis et les avis trop forts, trop tranchés sur Twitter. Mais je vous pose quand même la question, vous êtes plutôt team Max ou team Lewis? Parce qu'en fait, on s'en est rendu compte tous au fil de cette saison, et encore plus hier soir, qu'on avait tous, on avait tous choisi Polo. Ah, tu peux. Parce que le drapeau de la France inversé, j'ai pas compris ce que c'était. Hein. Bah, il peut pas nous le montrer parce qu'il a le plastique autour, mais il s'est fait tatouer la tête de Verstappen ce matin. Non, moi je suis team Max, mais de manière très tardive, puisque j'en parlais encore justement avec Manu et les gars des Pistonnets, avec qui on aide souvent à la préparation des émissions. Je leur disais, mais vous êtes plutôt comment? Je sais, nous on a envie de voir une belle bataille, et c'était vraiment l'optique dans laquelle j'étais, jusqu'à ce Grand Prix où voilà, j'avais ce que je voulais, les deux mecs à égalité de points. C'était le rêve, même, tu peux le dire, c'était le rêve. Et au bout d'un moment, il faut choisir. Et quand il y a eu le départ et que j'ai vu Lewis Hamilton doubler Verstappen, et j'ai tout de suite su pour qui j'étais. Et j'ai voulu que Verstappen remporte le titre. Alors du coup, évidemment, je suis content, je me suis régalé. J'ai vu les célébrations avec Martin Garrix qui était là pour faire un petit showcase. Verstappen champion, alors c'était vraiment... Les Néerlandais, ils vivent de DM et de moulins. J'espère que t'as pris un bain derrière, Polo. Hein? J'espère que t'as pris un bain derrière. Non. Ça aurait pas fait. Ah, non. Tu te recolles. Ah, c'est une excellente private joke qui me laisse sans voix. Mais pour finir, j'étais vraiment team Max. Mais quand tu vois la manière dont s'est déroulé ce dernier tour et la proposition d'Erwan de foutre un drapeau rouge, de permettre à Hamilton de foutre des pneus, je vais dire des pneus rouges parce que je confonds toujours entre les tendres et les durs dans le sens. Rouge Donc, pour soft. Voilà, on va dire rouge. Et là, pour le coup, ça aurait été une vraie belle bataille à armes égales avec Hamilton qui gardait quand même cet avantage qu'il avait gagné en course en partant de la première position, même si ça pouvait paraître un peu maigre. Et voilà, mais sinon, non. Moi, je suis content du résultat parce que j'ai vu le pilote que je voulais voir gagner. Avant de vous poser la question à vous êtes team Lewis et team Max, entre nous, on se fait souvent la réflexion, enfin Paul en fait surtout dit qu'il a la sensation qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont team Lewis. Là, en demandant l'avis dans le chat, je suis pas sûr. Je Ah, pense non, mais alors, que je te donne les gens qui sont team Lewis ont un a priori beaucoup plus négatif sur les fans de Verstappen. parce que là, il y a les Toujours la anciens, victimisation. mais c'est terrible. alors, monsieur Zemmour, Zemmour. dans le chat, est-ce qu'on peut faire un sondage? Dites-nous, est-ce qu'on peut faire un sondage tout de suite, comme ça on va voir. Si vous êtes les meilleurs en régie, si vous y arrivez, mais en attendant, je vous le demande honnêtement. Tapez 1 si vous êtes team Lewis, tapez 2 si vous êtes team Max Verstappen. Non, mais On va le c'est faire quoi, tout de suite. Team Lewis, c'est quoi? Mais moi je lis le chat. Il y avait beaucoup plus de gens pour Max. Ça, on peut avoir. Gros, il croit qu'il a Miss France l'autre. Calme-toi, mon frère. Je peux te dire qu'il y avait moyen beaucoup rapide, C'est écrit dans Secret Stories, J'ai un bâtard. moyen rapide et efficace d'avoir une réponse. Polo sans Castaldi. avoir- Regarde, on suit Polo terrible derrière. Hein. Bon, c'est plutôt Voilà, partagé. maintenant, je me crois dans Matrix en lisant le chat. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui a dit 3, bravo. Coder Alors, un site, mon pote. à ma droite, on est plutôt team Lewis ou team Moi, Max? je suis team Lewis, mais à fond. Mais depuis hier soir, par contre. Non, mais c'est ça qui est Parce incroyable. qu'il y a une c'est que- dualité avec un Moi, autre mec que moi, t'aimes pas. j'ai toujours bien aimé le personnage de Lewis Hamilton. Verstappen m'a toujours agacé de prime abord. Je trouve qu'il a une tête à claque, mais ça n'engage que moi. Ce n'est pas un argument recevable. Attention. Maintenant, ce qui est cool dans le sport, c'est que des fois, et c'est arrivé dans plein d'autres trucs, des fois, tu regardes un match de basket ou de foot avec deux équipes dont on n'a rien à foutre, ou même un mec qui court en athlée, et puis tu vas te prendre d'affection. Et tu vois, et les grands moments, dès qu'il y a un vainqueur ou un perdant, il y a un filtre naturel qui fait que tu vas être pour quelqu'un ou contre l'autre. Et donc, ça fait que moi, je sais que j'ai longtemps détesté les Anglais au foot, parce que ma première Coupe du Monde, c'était Cameroun. C'était en Italie, c'était avec le Cameroun. Et le Cameroun, quand il perd contre l'Angleterre en demi-finale, mais j'ai une haine contre les Anglais, parce que j'adorais le Cameroun. Alors que les Anglais, j'en ai rien à foutre. Et je trouve que hier, ça a exacerbé ça. J'ai été à fond team Lewis, alors que j'aimais bien Lewis Hamilton, mais sans plus, c'est que Verstappen, j'en avais un peu rien à carrer. Et du coup, on a eu des débuts de discussion avec Polo tout à l'heure, où c'est monté dans les tours un peu, parce qu'on est, voilà, et c'est aussi ça qu'on a dans le sport. Alors, on est pas assez con pour se fâcher là-dessus, mais à un moment donné, c'est un peu chaud bouillant dans les arguments. Alors qu'en fait, il y a que de la subjectivité là-dedans, mais c'est ça qui est lourd. Et des gens Toi, qui ne connaissent rien. Toi, mon Tom, t'es plutôt team Lewis ou team Max? Et ben, en fait, ça a changé un peu toute la saison. Moi, j'arrive, je prends la saison là, je commence la saison. On me dit, il y a Lewis Hamilton qui est à 7 titres en Formule 1, qui roule sur ce sport depuis des années. Et je me dis, tiens, il y a un petit outsider, je vais aller sur Max Verstappen.
Bon, la saison se passe. Finalement, à un moment de la saison, Verstappen devient premier. Et Lewis, comme je disais dans la chronique, devient l'outsider. Il fait un retour exceptionnel. Et du coup, au moment du final, je me dis, tiens, je suis pour Lewis parce que ce qu'il fait sur les derniers mois, il m'a fait kiffer. T'as beau être le meilleur, t'as dû te retrousser les manches, aller chercher un second souffle quelque part, et tu reviens dans la course. Donc j'étais grave pour Lewis. Après, comme je l'ai dit, dans la course, ça a changé. Mais à la fin, l'injustice que je ressens un peu, moi, pour côté Lewis Hamilton, fait que j'ai envie d'être Team Lewis. Mais par contre, en fait, là, moi, quand tu me dis ça, je sens que t'aimes bien les deux et que c'est vraiment le fait de course. C'est trop dur. Non, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus. Mais je pense que typiquement nos deux Zozo là, ils ont clairement choisi. C'est un peu bateau, mais c'est des duos iconiques qui restent dans l'histoire comme Magic Johnson et Bird. Quelque part, est-ce que tu peux les séparer? Tu peux dire que t'en préfères. La différence, c'est qu'ils avaient le même âge et tout. Là, c'est une saison, donc. Ouais. Écoute, moi j'ai du mal à les séparer en tout cas. Très bien. Toi, mon Jojo. J'ai été un peu comme Tom. Au début, j'ai pas mal hésité entre les deux parce que à la base, c'est pas le pilote que je supporte. Si je devais en choisir un en Formule 1, perso, j'avoue que je choisis Esteban Ocon chez Alpine. Après, quand t'as Verstappen et Hamilton et que tu dois choisir, moi, je me suis plus tourné vers Hamilton. Je trouve que ce mec a une classe. D'ailleurs, l'après-course va dans ce sens. Il a été très classe. Même, je crois il a surpris tout le monde. J'aurais été curieux de voir l'inverse. Hein. C'est cette dualité-là qu'on aime bien aussi. C'est parce qu'on sait très bien comment. C'est classe. La personnalité d'Hamilton, moi, je l'aime beaucoup. Il m'a pas mal touché cette année. Tu sens qu'il va au bout et que même si on dit que oui, il a une meilleure voiture, tu sens qu'il va quand même au bout de lui. Je me rappelle, je crois que c'est à Budapest où il est à moitié en train de faire un malaise sur le podium. Il y a des images comme ça, moi, qui m'ont marqué d'Hamilton. Et après, je me console en me disant qu'il prouvera peut-être l'année prochaine et dans la nouvelle ère hybride, je crois, un truc comme ça. Qui sera capable aussi de battre le record de Schumacher. Est-ce que Manu est toujours là avec cette ère hybride là où Mercedes, que nous a expliqué les pistonnés dans l'excellent débrief d'hier soir, c'est que Mercedes ont déjà anticipé cette ère là, alors pas du tout Red Bull. Donc il y a moyen aussi qu'on reparte peut-être sur une grande domination Mercedes. Ce qu'on peut comprendre, c'est que le but de Red Bull, c'était d'aller chercher un nouveau titre de champion du monde après Vettel. Il y avait la fenêtre, ils ont réussi leur coup. Manu, t'es toujours là? Oui, bien sûr, les gars, avec du décalage. Ouais, mais c'est pas grave, on a le temps. Il nous reste 39 minutes. Là, ça va mieux. Ouais, ça a l'air d'aller mieux. Manu, je te pose une question que j'ai vue dans le chat. C'est Farid qui est toujours là avec nous, qu'on adore. Est-ce qu'il est imaginable que Mercedes récupère, enfin pas Mercedes, plutôt Lewis Hamilton, parce que Mercedes est champion constructeur, récupère ce titre devant les tribunaux? Non, c'est complètement. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît complètement impossible pour deux raisons. C'est que c'est pas Red Bull et Max Verstappen qui. c'est pas Red Bull et Max Verstappen qui ont commis une faute. C'est la FIA. Et si la FIA a commis une faute, tu vas pas retirer un titre, par exemple, à Red Bull et Max Verstappen. La deuxième chose, c'est que oui, en effet, il y a le fameux article 48.12 sur lequel Mercedes a fait réclamation. Il n'a pas été appliqué complètement. C'est ce que dit d'ailleurs la FIA dans son rapport sorti après la course. Mais aujourd'hui, les prérogatives et le pouvoir donné à Michael Masi lui permettent de s'en abreuver et de prendre la décision et de faire fi de ce point de règlement à ce niveau-là. Donc logiquement, normalement, on ne devrait pas avoir d'autres champions du monde que Max Verstappen à la fin de cette saison 2020. Moi, je te le dis. Et c'est tant mieux. Ouais, moi je te le dis honnêtement, ce serait terrible, ce serait nul. Déjà, lorsqu'un but est validé par la VAR 4 minutes plus tard, regardez la descente d'organes que ça nous procure. Alors imagine, si tu avais ce jouet au tribunal, ils lisent la sentence, le mec il court dans le tribunal. Ça n'a aucun sens. Mais Manu, par contre, autre question, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un champion du monde de F1 ait été élu devant les tribunaux dans l'histoire? Sur tapis vert. Non, j'ai pas souvenir. Par contre, on se rappelle qu'en 97, quand Schumacher percute Villeneuve, on apprend quelques semaines après qu'il est en fait, on lui retire tous les points, qu'il est déclassé, qu'on retire tous ses points en championnat du monde. Et financièrement, on sait que ça compte énormément. D'ailleurs, ce titre de champion constructeur, même si on a l'impression que Mercedes n'est pas du tout champion constructeur une fois que la course s'arrête, ce qui est bien normal. Ils vont pas dire ok, on est champion constructeur. Mais il y a quand même toute une équipe qui fonctionne derrière. Exactement. C'est pas rien un titre de champion du monde. Absolument, mais sauf que tu te bats. On sait déjà que c'est pas comme si tu gagnais le prix du fair play, tu vois, du truc. Non, mais les champions du monde constructeur, quoi. Bien sûr, mais sauf que le titre constructeur était déjà assuré. Donc forcément, tu vas pas le célébrer alors que Hamilton. C'est clair. Errol est énervé. Mon Manolo, je te pose une autre question. On s'est fait voler le titre.
Manolo, je te pose une question un peu plus globale. Je vais être le seul à répondre à cette question, parce qu'après on ira sur l'émotion que ça nous a procuré. Est-ce que cette journée extraordinaire, ce week-end, même avec, je mets les qualifs dedans, avec la hype que ça a procuré pour tous ceux qui aiment le sport, et même un peu plus, c'était un peu leur Super Bowl d'ailleurs, tout le monde en parlait hier sur Twitter, mais c'est aussi ce qu'on aime. Est-ce que ça peut faire du bien à la F1 pour la suite? On sait que Netflix vous fait beaucoup de bien d'un point de vue médiatique et en termes de gens qui apprécient la F1, mais est-ce que ça peut continuer dans ce sens-là, ce qu'on a vécu hier? Bah, tu le sais parce que tu produis les pistonnés. On l'a souvent dit que Netflix étant apparu, il y a maintenant, c'était en 2019 la première diffusion à propos de la saison 2018. On avait dit, il manque à tout ce nouveau public de vivre un moment d'histoire un peu incroyable, un petit peu comme Erwan a pu connaître entre Senna et Prost, ou d'autres moments, Hakkinen, Schumacher, pour certains qui sont autour de ce plateau, etc., etc. Il manquait, si tu veux, l'affrontement final entre deux pilotes qui soient complètement différents, qui a un storytelling qui soit complètement différent, pour basculer, on va dire, dans ce qui est les plus belles heures de la Formule 1. Donc du coup, c'est une super nouvelle pour la Formule 1, parce que nous, on avait peur que ce soit que une série, si tu veux, scénarisée, qui amène des gens et que les gens arrivent et se disent finalement le spectacle il est pas au rendez-vous. Là ce matin je me suis réveillé quand même les gars, j'ai 33 ans, ça fait 31 ans que je vis en pensant que je suis un énorme ringard d'aimer ce sport, et ce matin j'ai l'impression que c'est comme tu l'as dit, le Super Bowl, ou que c'était le Classico d'hier, que tout le monde voulait y mettre son grain de sel, etc. Alors ça peut être un peu énervant quand tu lis certains tweets, mais en même temps tu te réveilles et tu dis putain c'est génial, on est le roi du pétrole, la Formule 1 a retrouvé une place centrale l'espace d'un instant grâce à ces deux mecs et grâce à cette bataille. J'ai quand même la sensation, là, je vois dans le chat, que les garde-fous seront de sortie. C'était aussi la même chose pour le foot il y a 20 ans, pour le basket aussi. Et pour la NBA. Moi, je n'ai jamais vu autant de tweets avec Formule X depuis hier, alors que la semaine dernière, je n'ai jamais vu ce terme. Les gars, moi, je vous donne. Alors oui, moi, j'en fais partie, et pour le coup, je l'assume sans problème. Après, ça fait 20 ans qu'on aime la F1, je ne vais pas m'excuser d'avoir choumi quand même. Je m'en fous. Ah ouais. Mais moi, je te dis que les mecs qui disent ouais, Netflix ramène des Formule X, et les gros, bienvenue au club. Nous, avec le basket, quand la NBA est arrivée sur Bein et qu'il y a eu un accès fantastique à la NBA depuis une petite dizaine d'années, ben ouais, c'est le revers de la médaille, et c'est la rançon de la gloire. Même au-delà de ça, enfin, je veux dire, c'est particulier de s'en prendre. Quand le Tour de France arrive chaque mois de juillet, on a les mêmes discours avec des mecs qui s'y intéressent et qui regardent pas le reste de la saison de cyclisme. mais oui, c'est des cyclistes, mais c'est juste des mecs qui regardent du sport et qui kiffent. J'aimerais qu'on arrête d'avoir ce rapport à la consommation du sport à chaque fois. C'est un peu fatigant. Mais surtout, tu parles avec les gens avec qui tu as envie de parler. Si les gens qui découvrent un sport ont envie d'en parler entre eux, t'es pas tout le temps obligé d'avoir ce mépris. D'accord. Mais c'est vrai que quand c'est ton sport, alors après, ça touche plus, quoi. Quand c'est ton sport à toi, que tu suis depuis des années, où tu es un expert dedans, des fois ça te. Mais maintenant, il faut être plus malin que ça. Je voulais répondre à une question. Est-ce que j'ai mon code? Oui, je l'ai eu 2 fois, mais je l'ai plus. Je te laisse réfléchir maintenant. Puis les nouveaux fans tu peux parler avec eux, c'est super intéressant. Moi, j'ai beaucoup parlé avec Manu cette saison de Formule 1, c'est grave intéressant. Tout le monde n'a pas un Manu à qui parler quand même parmi les Formule X. Oui, non, mais Manu n'est pas un Formule X, mais il faut pas. Oui, voilà. Mais faut pas se dire que les tweets qu'on voit tout le temps sur Twitter, où c'est vraiment des avis forts de gens qui découvrent, pour beaucoup qui découvrent comme moi la Formule 1, mais qui sont sûrs d'avoir des certitudes sur ce sport. Là, oui, c'est un peu gênant, mais c'est pas la vraie vie. Voilà, non, c'est vrai que Twitter n'est pas la vraie vie, mon Manolo. En tout cas, nous, on est ravis pour les pistonnés, parce que je trouve que c'était une très bonne idée d'avoir lancé ce projet il y a 3 ans maintenant, puisque maintenant c'est juste la référence des émissions sport auto. Je vais aller jusque-là sur le numérique, donc on est très très content. Évidemment, l'année prochaine, elle devrait repartir. On ne sait jamais évidemment s'il y a un autre Covid-19 qui déboule, Covid-22 plutôt, qui déboule et qu'on peut plus tourner, on sera dans la merde, mais on espère quand même que vous serez de retour avec Manolo toujours à la presse et nos 2 zouaves sur les ailes, Hamza Ramani et Brice Germain, qui nous ont régalé tout au long de l'année. Donc on peut quand même vous dire ici dans ce sport que vous avez régalé les mecs. Ouais. Merci, on a régalé grâce à vous aussi les gars. Hier soir, je me suis mangé en vous écoutant, j'ai bu vos paroles. Ça m'a empêché de tomber 2 litres de pinard. Menteur. C'est conseillé, tu peux le faire en même temps. Généralement, c'est conseillé. T'inquiète. Revenons vite fait sur l'émotion. On a très peu parlé de la course, mais c'est pas très grave. Je reviens sur cette émotion, cette question de l'émotion. On parlait du PSG, te libérer, mon Manolo. Je te pose la question à toi, puisque tu es un fervent supporter et fan du football, surtout en national, du football, du Joga Bonito, on peut le dire. Tu adores la F1 aussi. Est-ce que hier, c'était ta plus grande émotion de sport? Je mets bien hors France, hors équipe de France.
Oh, franchement, non. Moi, tu vois, par exemple, Brésil 2008, quand Lewis Hamilton est champion du monde sur pareil, un finish absolument extraordinaire, ça a été une émotion incroyable. Les titres de Fernando Alonso, je peux te dire que je les ai bien plus fêtés que les titres que le titre que j'ai vu hier de Max Verstappen. Moi, c'est pas alors, hier, par exemple, on a eu cette discussion avec Brice Germain. Brice me dit, j'ai rien connu d'aussi puissant. Moi, j'étais pas de son avis. C'était une superbe page d'histoire de sport et c'était magnifique. Maintenant, il y en a eu d'autres en Formule 1 et ça en était une de plus. Avec peut-être ce petit goût amer de la décision, mais c'était incroyable. Et j'étais debout, comme tout le monde. Alors Manu, tu es resté dans le spectre de la F1, ce qu'on peut comprendre, tu as raison, mais je vous pose à vous la question en plateau. Je sors même carrément du spectre F1, parce que moi je pense que c'est ma plus grosse émotion F1, tout simplement, parce que Alonso déjà j'avais le seum quand il gagnait, me demande pas pourquoi, j'étais le seul français je pense. Avec 2008, tu roules en Citroën. C'est exactement pour ça que je me lance. Mais je vous pose la question à vous, quand on sort de ce spectre, je sors l'équipe de France, parce que la Coupe du Monde et tout, bah oui, ça a tendance à tout balayer. Pour eux, je te pose la question, est-ce que pour toi c'est ta plus grosse émotion de sport? Moi, on en parlait un peu hors antenne, moi franchement, hors exploit français, tu vois, il y a eu du Julien Alaphilippe, il y a eu des victoires en Coupe du Monde, etc. Mais hors français, je pense honnêtement que, en tout cas, dans le ressenti, que j'ai jamais ressenti quelque chose comme ça pour un moment de sport, vraiment. Vous en dites quoi, les gars? Moi, moi, je te dis que le dernier tour, alors finalement, il est très court. C'est quoi, c'est 1 minute et quelques. Ouais. J'ai l'impression, tu vois, on passe nos vies sur nos téléphones. Aujourd'hui, on peut pas regarder un truc sans avoir toutes les. Là, je peux te dire que mon téléphone, il y avait pas un moment où j'étais comme ça et le temps s'est arrêté. Et ça m'a fait penser à des finales NBA, notamment celle, le match 7 entre les Lakers et les Celtics, le match 7, la fin de match, notamment entre les Cavs et les Warriors avec le compte de LeBron, le tir de Kyrie Irving, où là, ça dure un peu plus longtemps, mais où là, le temps est suspendu. Et c'est vrai que hier, sur ce dernier tour, j'ai l'impression que le temps est suspendu, comme une fin de match de l'Euro 2000 entre France-Italie. Ouais, moi, ça peut rentrer dans un top 5, vraiment dans l'intensité, même si, par rapport à tout ce que je viens de te dire, moi, l'après, quand je me suis rendu compte, parce que je maîtrise pas tout, que je me suis rendu compte de certaines choses, je me suis fait, en fait, peut-être, mais l'instant T, ouais, top 5 quand même, incroyable, hors foot, hein. Ouais, clairement. De toute façon, il y a quelque chose qui trompe jamais quand c'est un grand moment, c'est que tu as envie d'en parler directement après avec les gens. Et c'est exactement la sensation que j'ai eue, que les gens ont eu, on le voyait sur les réseaux sociaux, c'est que tu as besoin de partager ce que tu viens de vivre. Pas comme Erwan, je le rends dans le top 5, je pense, avec Cavs Warriors en 2016. Et moi, j'avais beaucoup aussi été marqué par Khabib et McGregor. Et je trouve que ça rejoint un peu ce truc de je connaissais pas bien le sport, et pourtant, ils ont réussi à m'attraper. Et c'est tellement ouf que tu te dis je vais continuer de regarder ce sport pendant des années. Donc oui, il rentre clairement dans un top 3, top 5. Vraiment, Jojo? C'est dur d'enlever l'équipe de France, après d'enlever son sport de prédilection qui est le foot, parce que sur le foot, par exemple, 2 équipes qui n'étaient pas mes équipes de cœur, mais que j'ai regardé le match comme ça, la demi-finale de Ligue des Champions de Tottenham, par exemple, où Lucas c'était extraordinaire. En fait, c'est ces moments où tu dis, mais c'est pas possible, c'est écrit en fait. Comment ça peut arriver un truc pareil? Donc oui, ça a été des émotions incroyables. Malheureusement, je pense qu'il y a un fan du Barça. Il y a le PSG, donc c'est français, donc ça faut pas. Voilà, on n'a pas le droit au PSG. C'est Qatar. Moi, c'est mon numéro 1 perso. Ça a été démentiel. Et après, dans des sports que je suis, oui, dans le vélo, le titre de champion du monde de Julien Alaphilippe, je suis devenu complètement taré. Certaines victoires de Thibaut Pinot aussi, je suis devenu complètement fou au point de sauter. T'as consulté depuis, ça va mieux. Bah oui, voilà, tu vois. Non, mais le sport, des fois, nous met dans des étapes impossibles. Ça, c'est clair. Je suis pas sûr que ce soit mon émotion, mais elle rentrera en tout cas dans les émotions dont je pourrais parler à mes enfants, effectivement, où je leur dirais, tiens, si tu veux te faire plaisir, regarde cette course-là, quoi. Personne n'a cité Usain Bolt 2008, mais pour moi, on est en plein dans ce truc. En fait, qui dépasse complètement. C'est vrai qu'il est. Manodou, champion olympique. Manodou, c'était extraordinaire. Je suis d'accord avec toi, mais la différence, c'est qu'il y avait une Française. Usain Bolt, j'ai toujours pas vu de. Allez, Jimmy Vico a fini 7ème en 2016. Il faut respecter. C'était pas au JO, malheureusement. Il y a un truc, alors moi j'étais team Hamilton, tu vois, mais c'est vrai que puis tu finis avec ce côté un peu frustrant et une injustice qui n'est pas, mais tu as ce sentiment d'injustice, légitime ou pas, et c'est vrai que les sentiments d'injustice, ça décuple tout, bien sûr. Ils rendent les choses encore plus historiques. Moi, je vois, on parle de nos parents, notamment le France-Allemagne de 82. Toute leur vie, jusqu'à leur dernier souffle, ils parlent de ça. Et ma mère y compris, alors qu'elle ne suit pas le foot, parce qu'il y avait ce sentiment d'injustice. Donc, il y a... Tu vois, il y a un mix de plein de choses quoi, là-dedans. Quand les mères commencent à regarder le sport, ou certaines mêmes personnes autour de nous, au-delà des mères, mais...
Ils regardent jamais, ils voient de l'injustice et ils se prennent au jeu parce que c'est une porte d'entrée aussi, l'injustice dans le sport. Et ils disent, mais c'est pas possible que vous regardiez ça. Moi je deviens complètement fou en regardant ça. Et tu vois effectivement que l'injustice, ça te fait prendre une dimension démentielle à certains rendez-vous. Moi, je vais pas te mentir, ma composition d'équipe hier, elle était fantastique. Mon daron qui suit la F1, évidemment. Ma mère qui adore le sport, donc, et qui aime bien Lewis Hamilton, donc du coup, on était devant. Et ma grand-mère qui était devant à fond les ballons. On était devant, c'était complètement ouf. Je pense que même si elle voit, elle va surtout dire, mais vous me cassez les couilles, il y a dans mon salon. Vous voulez pas regarder. Elle ne s'est pas encore fait attraper par la série Drive to Survive. Montre-lui, peut-être que ça changera les choses. Alors que là, je l'ai vu arriver avec toi en train de chanter l'hymne batave. Je me suis demandé ce qui se passait dans le salon. Je sais que cette famille. Vous êtes fous dans Boulogne, là. Qu'est-ce qui vous arrive, les mecs? Calmez-vous. On se connaît tous en même temps. Très bien. Mon Manolo, tu es là toujours? Merci les gars. Merci pour Manu. tout. Hein. On t'embrasse, tu te soignes. C'est un bonheur. Tu te couvres, Oui, tu ne promis. sors pas de chez toi, tu respectes la quatorzaine, la dizaine. Ou je sais Il est pas bien comment on coiffé en tout cas chez lui. Toujours. Ouais, toujours chez moi. Voilà, je teste un nouveau médicament, c'est la chloroquine. Voilà, j'essaye et je vous en dirai des nouvelles. Bisous les gars, prenez soin de vous en tout cas. T'inquiète, à Marseille, on se soigne avec ça se passe très bien. Merci mon Manu. Merci d'être habillé en tout cas pour nous, pour passer dans l'émission, ça fait plaisir. Après, on voit que le haut. Ouais, on voit que le haut tellement. Non mais c'est vrai que pour le coup j'étais à point 10 minutes avant les gars. Ne te lève pas Manu, on te laisse partir, merci. Merci Manu, on t'embrasse, bon courage. Il y a un mec qui dit dans le chat, Tiger Woods, quand il fait son comeback et qu'il gagne au Masters avec toute la foule qui suit et tout, là, moi j'ai été en furie aussi. Ça devait être complètement fou. Et Guerrero Heureusement c'était la 93e, nuit. j'ai vu aussi. Il y a plein de moments. Ouais. qui sont bons, C'était la nuit. On a fait le tour sur cet incroyable titre de Max Verstappen. On s'en souviendra très longtemps. Ah oui. En fait, ce qu'on peut souhaiter, c'est que Lewis se mette une petite piqûre et se dise vas-y, je reviens l'année prochaine. Alors, c'est interdit les piqûres. Hein. Alors, une petite Ça piqûre dépend, de rappel ou une petite. Sauf s'il veut faire le Tour de France. Ça mais dépend dans quel sport s'autoriser, sauf quand tu veux faire le Tour de France, justement. Arrête un peu. Bien sûr, merci Le Polo Parme, pour cette intervention. Pour sa Parme à une certaine époque. Du coup, notamment. on aura le temps d'en reparler évidemment. On espère que les voitures seront proches et qu'il n'y aura pas trop de différence l'année prochaine. On aura le temps d'en parler avec les pistonnés. On va enchaîner tout de suite, les gars, puisque avant le quiz, on va parler de ce tirage au sort foireux de l'UEFA et justement des prochains adversaires du Paris Saint-Germain. Et de Lille. Et de Lille. C'était à midi et ça a été une grande mascarade. Alors avant d'aller sur la mascarade, on va évidemment vous donner, même si je sais que vous les avez déjà, les affiches de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Salzbourg, Bayern Munich, Sporting Portugal, Manchester City, Benfica, Ajax, Chelsea, Lille. 2 fois, superbe. Atlético Madrid, Manchester United, Villarreal, Juventus, Inter Milan, Liverpool, PSG, Real Madrid. Alors on va parler évidemment des deux clubs français et des affiches qui vous intéressent. Mais d'abord, revenons sur cette incroyable histoire de naze. Vous m'expliquez comment c'est possible que l'UEFA, qui fait 5 tirages au sort par an, se trompe 3 fois. Il y a quand même eu 3 erreurs en ce tirage au sort. On tire sur qui là? Moi, ce qui est sûr, c'est que Pôle Pas sur les boules. Ce qui est sûr, c'est que Pôle emploi va récupérer au moins 5 à 6 personnes en fin de journée. C'est incompréhensible. La honte. C'est Bon, la ça, honte, c'est la honte. c'est incompréhensible, tu perds complètement crédibilité. Il y a un savoir-faire quand même dans les grandes instances. Boule froide, boule chaude, tout ça. T'as pas le droit de faillir comme ça. Honnêtement, ça arrive qu'une fois. Enfin, ça arrive une fois, c'est la première fois que je vois ça, moi, depuis que... Surtout de retirer Voilà, le de truc. retirer, c'est la première fois que je vois ça. Une prise de décision aussi rapide et tout. Voilà. Ils ont bien fait, je crois. On fait de la C'est merde. c'est la première fois que je vois ça. J'espère Ok, que ça sera- pardon les gars. J'espère que ça sera la dernière parce que oui, ce n'est que du sport, mais à un moment donné, il y a quand même beaucoup d'enjeux. Honnêtement, c'est la suite de la compétition qui doit être aussi crédible. Et là, pour le coup, vraiment, pendant 10 minutes, on se dit, mais en fait, c'est quoi? C'est un tirage de championnat UNSS où le prof de sport, il a bu 2 Ricard de trop à la cantine. Honnêtement, c'est dramatique pour l'image de l'UEFA qui n'a pas besoin de ça. On va parler évidemment des affiches, mais juste je vous résume tout ça. Première heure, la boule de Manchester United tirée pour Villarreal alors qu'ils étaient issus du même groupe. Mais incroyable, même nous on connaît la règle au bout d'un moment, merde. Deuxième erreur, la boule de Liverpool incluse dans le tirage de l'Atlético, pourtant issus du même groupe, encore une fois, putain de merde. Et troisième erreur, c'est la boule de Manchester United, non incluse dans le tirage de l'Atlético. Le Real qui était opposé à Benfica en première instance, j'ai envie de te dire, a gueulé, mais finalement ils n'ont pas eu gain de cause. Tu m'étonnes qu'à la place du Real, tu gueules, puisque eux vont se retrouver face au Paris Saint-Germain et que Chelsea, pour la deuxième fois de suite, va se retrouver contre Lille. Allons sur ce PSG Real, j'ai envie d'avoir, on a un petit quart d'heure, pas plus, donc soyez concis, soyez J'ai chaud. envie de jouer. Hein. C'est pour ça que je te dis ça, Oui, pas pardon. plus. Perdre surtout. Non, j'ai envie de jouer. Regarde-moi bien dans les yeux. Ni plus, ni moins. Alors d'abord, je vais te poser la question, pas à mes haters de la droite. Allez l'OL, allez l'OL, allez Benzema. On va demander à mes deux gars sûrs, là, J'appelle ça des objectifs. là. Les gars, PSG Real, ça vous inspire quoi?
Je pense que c'est un très très mauvais tirage pour le Paris Saint-Germain parce que mine de rien, même si c'est un Real qui fait moins de... Oula, je me bave dessus. Même si c'est J'ai toujours pas envie d'émotion de Max. Je le ramène à l'EHPAD. J'ai fait une crachouille. Une crachouillette. Non, mais vu l'odeur, tu t'es pas que craché dessus. Hein. Peut-être appeler le SAMU à un moment. même si c'est un Real qui fait moins de bruit, ça reste un Real énorme. Depuis ce début de saison, ils sont quand même très très forts, très solides. On n'oublie pas que même si Cristiano Ronaldo n'est plus là, c'est quand même un milieu de terrain extraordinaire qui a l'expérience de ces grands rendez-vous, qui s'est remis à l'endroit maintenant depuis quelques mois et qui, je pense, est peut-être voire le meilleur milieu de terrain d'Europe à l'heure actuelle. On a Benzema en attaque, ils ont trouvé leur équipe avec un Vinicius qui enfin assume ce rôle de jeune espoir qui doit être. D'autre côté, Rodrigo, le plus souvent Asensio. C'est une équipe qu'il ne faut absolument pas sous-estimé, je pense que ça n'arrivera pas d'ailleurs, mais c'est vrai que maintenant on se dit le Real, bon si ça, limite on préférait le PSG avait un peu plus peur de tirer un Liverpool ou un Bayern, ça s'entend, mais je pense que le Real est un tirage de sort très très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Dis quoi toi mon Joseph? Moi déjà je ne voulais pas prendre le Bayern et Liverpool effectivement, donc à partir de là j'estime que on est déjà sur un tirage un peu plus clément pour être clair. Maintenant, le premier tirage ne m'arrangeait pas. Le deuxième tirage... On rappelle PSG, Manchester United. Hein. Ouais, voilà. Sincèrement, entre Manchester United de Ronaldo, parce que quoi qu'on en dise, ça aurait parié contre Ronaldo et dire ouais, c'est un super tirage, j'aurais préféré avoir le premier tirage. Très sincèrement, il faut être très chaud pour dire ça. Et après, ce Real qui commence à aller franchement pas mal. Il y a tout un storytelling autour qui va quand même bien. Et le Mbappé, ça va être terrible. Et puis même Ancelotti, Zidane, Ramos. Ça va créer un storytelling autour du PSG qui ne m'arrange pas du tout. Parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Zidane n'est pas là pour l'instant. Oui, voilà, mais il va y avoir un truc autour, tu vois, où tu vas parler de beaucoup de choses, mais très peu de football. Et après, effectivement, il y a toujours ce gap. En plus, tu as très longtemps où tu dois parler de tout ça. Hein, parce qu'il y a 2 mois entre les deux. Et en général, entre ces 2 mois, il se passe beaucoup de choses. Donc non, moi, ça ne me rend pas du tout de prendre le Real. Mais à partir du moment où tu termines deuxième, maintenant, il faut assumer. Si tu ne veux pas prendre ces équipes-là, tu termines premier et puis c'est terminé. Ouais, va demander à Lille alors. Hein, mais à la limite, ils peuvent se plaindre. Nous, mais je crois qu'aujourd'hui, avec des champions, finir premier ou deuxième, en fait, faut être prêt à prendre les plus gros. Oui. Moi, je prends l'autre prisme. Vous avez votre prisme parisien de prendre le Real et vous êtes inquiet. Vous avez raison. Mais je pense que, mine de rien, Madrid jouer Paris alors qu'il passe du Sporting au PSG, ça va pas être cadeau non plus. Maintenant, moi, j'aime bien cette nouvelle équipe de Madrid. Benfica, j'ai dit quoi? Sporting. Mais c'est au Portugal, c'est pareil. Non, Benfica. Surtout pas, on va pas confondre ces 2 belles équipes. Bah oui, grave. Non, mais moi, j'aime bien le Real de cette année, beaucoup plus discret. Il y a moins de bling-bling, mais Benzema est au top du top. L'arrivée d'Alaba leur fait derrière, c'est mon gars, il fait un chantier incroyable. Et puis Ancelotti, tactiquement, je pense qu'il connaît cette équipe-là, enfin, il connaît ce club-là notamment. Ça va être plutôt intéressant. C'est un vrai challenge aussi pour Pochettino, parce qu'il y aura tactiquement, on sait que Paris, depuis le début de l'année, on a eu assez de débats ici pour avoir assez peu de certitude autour de la tactique parisienne. On sait qu'Ancelotti, il y aura beaucoup moins de balbutiements, notamment tactiques, et que c'est une équipe quand même qui a une énorme expérience, même s'il n'y a plus Ronaldo. Avec un tout nouveau milieu de terrain. Avec un tout nouveau milieu. Modric a été monstrueux dans le match hier face à l'Atlético. C'est quand même une équipe qui connaît le chemin pour aller tout au bout. Donc, pas cadeau. Mais est-ce que, on dit ça chaque année, est-ce que c'est pas le tirage où quelque part Paris peut enfin rentrer dans sa saison? Tom, avant que tu dises quelque chose, je rappelle que le Real est premier de la Ligue 1. Ils sont largement premiers. 17 matchs joués, 42 points devant Séville, 16 matchs et 34 points. Seulement, ils sont plutôt loin derrière. Nos amis sévillans, on rappelle aussi qu'il n'y aura plus le but à l'extérieur, qui compte double en cas d'égalité, hein, évidemment, et que le premier match sera au Parc des Princes et le deuxième à Bernabéu. Qu'est-ce que t'en dis, toi, mon Tom? Moi, je voulais appuyer sur le fait que le Real est injouable depuis 2 mois. Enfin, injouable, ils ont joué, je crois, 13 ou 14 matchs, ils n'en ont pas perdu un seul depuis le 19... Ils n'ont pas perdu depuis le 3 octobre, j'ai vu. Ouais, depuis le 3 octobre, ouais, ok. Donc ils n'ont pas perdu depuis 2 mois, ils ont gagné 12 des 13 matchs, donc ils ont fait qu'un nul sur leur série d'invincibilité. Maintenant, c'est jamais bon de prendre le Real, on le sait, en Ligue des Champions. Un Real qui est pas en petite forme, ils sont en pleine forme. Maintenant, c'est un Real qui n'a pas un fond de jeu comme il l'avait les années précédentes. Donc aujourd'hui, le gros problème du PSG, c'est plus que le Real, c'est le PSG. C'est que le PSG est une équipe qui ne produit rien, qui se repose sur Mbappé. Ces derniers. C'est dur à dire. Mais... des individualités en tout cas. Sur des individualités. Collectivement, c'est compliqué de dire collectivement, c'est très compliqué. Oui, mais la production finale, elle est que t'es premier. Ah oui. Oui. Voilà. Mais c'est ce qu'on en parle. T'as 2 lectures. T'as la lecture mathématique et là pour le coup, bravo. Oui, t'as la lecture dans le jeu.
La Où là, on peut se poser construction est plus de questions. ridicule, mais la production, elle est bonne. Moi, Et je c'est- parle du jeu, évidemment, sur le plan comptable, t'es très bien. Et c'est d'ailleurs Oui, non, tout, mais je vois c'est ce que tu veux c'est ce qu'on a toujours dit avec le PSG, c'est que t'es mauvais cette saison, mine de rien, dans le jeu, mais tu perds pas. Bon, tu perds à Tu City gagnes même, hein. et tu gagnes, mais tu perds à City quand même. Moi, la Ligue des Champions, c'est quand même révélateur et les huitièmes de finale, ça va être important. Si tu sors le Real, mine de rien, si tu sors le Real, c'est que tu peux te projeter bien plus loin. Comme l'année dernière un peu, c'était Comme quoi l'année dernière. L'année dernière, quand Pour tu fais le moi, Barça, tu lances ta saison, quoi, malgré Ah, les Ouais, c'est que absences. si tu prends le Ah, Bayern, et- tu repars sur le même discours, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, mais après, c'est la réalité de la Ligue des Champions. C'est vrai que tu as raison de te placer, Erwan, du prisme du Real. C'est un bon tirage pour aucune des deux équipes, ça, il n'y a aucun doute. C'est clair. Et surtout, j'ai la sensation que malgré la bonne forme du Real, la forme vacillante et le non-contenu des matchs du PSG, je trouve que c'est impossible de donner un réel favori. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, j'avais dire Real favori parce que j'ai l'impression quand même que c'est une équipe qui fonctionne très bien mathématiquement, mais aussi dans le foot. Je pense que alors je suis pas Ils sont solides. je suis pas un insider du Ah, ils sont Real solides, Madrid, ouais, mais tout ce regardez, que je lis, ils sont tous les solides. articles que je lis, et quand je tombe sur des bouts de match sur des mi-temps du Real Madrid, comme hier soir notamment face à l'Atlético, ouais, j'ai l'impression que c'est une équipe où on se pose beaucoup moins de questions tactiques qu'au PSG. Ça, c'est voilà. clair. Donc Avec j'ai envie de dire Pour Real ça, avant tactique, enfin, voilà, j'ai envie de dire. Pour les certitudes et j'ai l'impression tactiques, que là, voilà. même l'ambiance interne, bon, ça, c'est pas compliqué, que ça va un peu mieux qu'au PSG. Moi, quand je regarde hier Madrid, il n'y a personne qui marche sur le terrain. Donc, on va pas revenir sur. Bah oui, Polo. non, mais on va pas revenir là-dessus, mais bon, Non, mais c'est- bon, Non, non, mais gros, oui. t'es un mec, tu les vois les matchs comme moi, t'es Non, mais contre Nantes, on y était au stade. J'entends, je pense que c'est pas aussi que comment dire. Manichéen Manichéen. Non, non, non. Le fameux blanc. Manichéen. Non, caricatural que ça, mais voilà. moi je pense que dans ce match, en fait, la clé, c'est le PSG qui le détient. Quel PSG on va avoir ? Est-ce qu'on va avoir le PSG des phases finales de T'as l'année l'impression dernière ? que pour battre le Real, t'as juste besoin d'être bon. Oui. Bah oui, si le PSG, Mais merde, alors. si le PSG Alors, est quoi bon, Mais le PSG va faire jeu égal avec le Real. Ah ben voire oui, mieux. mais après, donc Je pense- après c'est du kiff-kiff. Mais aujourd'hui, moi, je suis pas sûr. Donc je pense qu'en fait, le Quand choix d'avoir un favori, ça dépend clairement favori. du PSG que Polo, j'ai pas que dit le Real va j'ai pas dit affronter. 80-20. Moi, pour moi, un favori, il y a presque, allez, je peux même te faire un 45-65, 45-55. Je suis toujours très fort en maths. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus de certitude et que ça joue mieux et que voilà, qu'il y a moins de questions dans le jeu. Mi-décembre, Je te dis oui, pas que je vais pas mettre ma maison, que j'ai pas d'ailleurs, sur Madrid. J'ai l'impression juste qu'à l'heure actuelle, le Real a peut-être plus de certitude dans le jeu, avec un coach, avec un effectif où tout se passe bien. Il y a moins de choses à régler côté Real, c'est tout. De toute façon, Non, il y a- mais ça, il y on est a- d'accord. il y a- Après, si Paris joue bien, ils peuvent les battre. Mais moi, j'ai l'impression que quand tu parles, c'est si Paris joue bien, on va passer. Je suis même pas là pour le coup. Après, pour moi, c'est du kiff bourricot. Moi, il y a un truc là, et c'est un peu le problème avec le PSG chaque année, mais ça va être le problème avec le Real, c'est quelle équipe ils vont avoir le jour J. Parce que là, on peut se projeter toujours. S'il n'y a pas Verratti, ça change toute l'équipe, évidemment. Neymar sera revenu à quel niveau? Et de l'autre côté, c'est pareil, parce que l'équipe du Real, elle marche très bien, mais il suffit que tu perdes un joueur dans le 11 et il y a un gars qui le disait, Petit banc. le banc est petit. Et si tu perds un gars comme Karim Benzema, aujourd'hui, l'équipe, elle a plus du tout la même tête. L'année dernière, quand on faisait les projections sur le PSG Bayern, bah, c'est tellement évidemment, d'absents que- ça a bah oui. tellement été faussé par l'absence de on dit pas Lewandowski que c'est dans que 2 mois le truc. Hein. c'est dans Ouais, 2 mois. mais on l'a donc dit, c'est dans 2 mois. c'est très fort, ce Les bilan. certitudes d'aujourd'hui ne valent pas du tout pendant 2 mois. hein. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire Il y a des blessés, il y a un mercato qui va arriver. Absolument. Et l'homme de cette rencontre sera évidemment Kylian Mbappé, qui a la possibilité d'acter sa signature au 1er janvier. Ça voudra dire qu'il sera libre. Enfin, il est d'ailleurs toujours libre de partir en juin. Il sera évidemment du côté du PSG, hein. Mais il pourrait être déjà un joueur du Real Madrid pour la saison prochaine. Donc ça promet de bien belles péripéties Ici, dans son médiatiques. contrat, ils mettent une clause qu'il accepte en disant je n'affronte pas le PSG. Non, c'est pas possible. Je n'affronte pas Madrid. Je n'affronte Seulement pas Madrid. après. Non, c'est impossible ça. Et Ramos aussi Impossible. va être un Et joueur. Ramos, absolument, Pendant 2 bien mois, sûr. on va suivre son évolution parce que pour le coup, je t'avoue que j'ai eu un petit rictus de joie quand j'ai vu le Real Madrid en me disant tiens, ça va peut-être permettre, je ne sais pas comment, si ça fait partie aussi de la volonté de Ramos d'être là ou pas, j'en sais rien, tu vois ce qui se passe. Mais je me suis dit, tiens, il va tout donner pour être là, il va tout donner pour être le meilleur possible face à son ancien club. Et sincèrement, avoir Ramos avec ça au PSG qui joue contre son ancien club, ça peut te donner un joueur à un très très haut niveau. Maintenant, 2 mois doivent Encore- se passer. Pour le moment, il ne met pas un pied devant On l'autre. rappelle qu'il a joué un match seulement Ouais, voilà, en 6 bon, mois. Et qu'il je avait pas reste été calme, mal, mais en plus. tu vois, ça me rend optimiste. Absolument. Dans le chat, dites-nous maintenant, PSG ou Real qui passe. On aura le temps d'en discuter. D'ici 2 mois, on va sur l'autre club français, puisque donc Lille, premier de son groupe, se tape un petit, le tenant du titre. Chelsea, le Thomas Tuchel. C'est quand même, et 2 fois de suite. Putain, mais c'est un truc de ouf, Alors, ça. est-ce que c'est pas mieux pour un club comme Lille de se faire une énorme affiche contre le tenant du titre et contre cette équipe qui cartonne encore cette saison, Chelsea, plutôt que
de se dire de jouer une équipe un peu moindre au niveau européen et de peut-être se faire sortir, tu vois, par une équipe d'un plus petit niveau. Je sais pas. Écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lille a fait un super parcours en poule et qu'aujourd'hui, tu vas jouer cette confrontation-là sans pression, avec l'envie d'essayer de les tomber. Tu vas aller te faire un gros match à Stamford Bridge. Moi, ce que j'espère surtout de Lille, c'est qu'ils puissent s'offrir un match retour en se disant si on gagne, on passe. Voilà. Le truc, c'est de pas se faire exploser au match aller pour aller là-bas. De s'offrir un match retour intéressant. À domicile, à domicile, ouais. C'est ce que Gourvenec disait. Il disait que l'objectif, ce sera de ne pas arriver au match retour avec déjà la tête dans le seau et l'élimination qui leur pend au nez. Donc, comme le dit Arwad, c'est une équipe qui va jouer sans pression. On verra comment sera Chelsea dans 2 mois, mais s'ils les prenaient maintenant, c'était pas non plus déconnant de pouvoir les accrocher. Parce en que termes de dynamique, il est dynamique. Pas mal de clubs en première ligue arrivent à le faire en ce moment. Alors après, il reste encore 2 mois. Je pense que Chelsea a largement le temps de se remettre en ordre de marche et voilà, comme on l'a dit, il faut que Lille arrive à les accrocher au moins sur ce premier match. C'est une belle affiche pour un club français. Un match retour sympa. On rappelle que Lille et Chelsea étaient dans le même groupe en 2019 et que Chelsea avait gagné 2 fois 2-1. Le problème de Lille, c'est que c'est dur de se projeter, c'est qu'ils ont un surplus d'âme en Ligue des Champions, un peu comme l'était l'Olympique Lyonnais à la grande époque. Bon, ça manque un peu, mais Lille, c'est vrai que cette saison est moyen en Ligue 1. On l'a vu, ils ont joué contre Lyon dimanche, ils ont été meilleurs que les Lyonnais. Je pense qu'on vont beaucoup mieux depuis 1 mois et demi. Les Lillois, pardon. Et tu m'as coupé, mais oui, ils vont beaucoup mieux, mais c'est quand même pas la folie. Je veux dire, ils sont toujours dans le milieu de tableau de Ligue 1. Alors, mal enchaîné. Ils sont allés gagner à Rennes, ils ont gagné à 3, ils font match nul à Lyon. Donc oui, sur la truc récente, ça va mieux. Et ils enchaînent des résultats de ouf en Ligue des Champions. 3 victoires d'affilée. Oui, mais si tu joues contre Lyon, là, je te dis tu vas bien. Si tu gagnes contre Lyon, je te dis tu vas bien. Là, tu fais match nul contre Lyon, t'es à domicile. Parce que t'as Lopez qui fait le match. C'est pas un gros effectif d'Europe qui joue aussi une Ligue des Champions. En fait, ils vont jouer Chelsea, donc il faut quand même qu'ils tapent des gros. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, on peut pas dire qu'en Ligue 1, ce soit des équipes qui rassurent. Ils ont dû digérer le départ de Galtier, ils ont dû digérer le titre, et on a la sensation quand même que depuis 1 mois et demi, ça va mieux. On se dit pas, de toute façon, personne ne leur souhaite, n'espère qu'ils jouent comme le Barça de Guardiola, tu vois. Tu peux être dernier de Ligue 1, mon gars, tu joues Chelsea en Ligue des Champions, c'est même plus les mêmes matchs, c'est même plus les mêmes codes. Oui, mais c'est bien de se rassurer avant. Je trouve quand même que c'est un horrible tirage, moi. Ah oui, bien sûr. C'est terrible. Très très mauvais tirage. J'entends la lecture du pourquoi pas sur un match on tente de faire un truc, mais c'est sur un match des miracles sont possibles. Ah oui. Aller-retour, ça reste quand même presque mission impossible pour un sans club le but à l'extérieur, c'est très important. Ouais, voilà. Franchement, c'est important. Franchement, je suis Lillois, je suis dégoûté quand mais ils ont pas de cul tu après. termines. Oui, surtout quand il y a le retirage et qu'il retombe sur Chelsea, c'est putain, mais vraiment pas de cul. Quand tu termines premier, que tu fais une belle phase de Ligue des Champions, que tu peux prendre Sporting, Benfica, Villarreal et le dernier Salzbourg. T'as 4 clubs quand même sur un match aller-retour. Salzbourg, il avait dans leur chances. Il avait dans leur. Mais il y avait l'Inter aussi. Salzbourg, tu l'avais dans ton club, ouais, effectivement. Mais tu te dis, t'as une chance sur 2 pour tomber sur un club abordable où tu peux les regarder dans les yeux et sur une double confrontation passée quand même en Chelsea, c'est le pire. Tu peux le dire, c'est le pire. Chelsea, non, c'est un enfer pour les Lillois. Après. Le football nous a prouvé à maintes reprises que c'était pas impossible, mais je suis Lillois, je suis dégoûté. Absolument. Voilà, on a fait le tour. Et puis, dans le chat. Pour finir, c'est que le mercato lillois pourrait bouger cet hiver. Entre ceux qui partent, entre ceux qui partent, et surtout ceux qui arrivent à voir. Iconé pourrait partir à la Fiorentina. Donc, vendre Iconé, ce serait si tu très intéressant. C'est le but d'ici la fin de la saison, au moins au pire l'été prochain. Timothy Weah, quoi. Timothy Weah, on l'adore Timothy. On l'aime beaucoup. Le fils du traître, c'est le gars qui. On a fait le tour. Mais là, je vois l'OM, c'est juste pour ça que je dis ça, mais c'est une blague, évidemment. On a fait le tour, du coup, sur les 8e. On aura le temps d'en reparler d'ici février, d'en reparler des dynamiques de ces équipes et des affiches qui nous intéressent. Je pense d'ailleurs qu'on sera en direct sur la chaîne Twitch First Team 101 pour vivre ce Real PSG Real, puisque c'est l'énorme affiche de cette Ligue des Champions. On va passer tout de suite au quiz, parce que c'est important d'envoyer les points. Lyrique. Alors, les gars, au vu du plateau, je vous le dis, j'ai fait un quiz spécial foot. 100% football. 100% football. T'as pas pensé à Polo alors? J'ai pas pensé à les sports d'hiver au bout d'un moment. Allez, je change. Oui, ça fait partie. Contrairement à vous, moi je peux me défendre sur le foot. Là, vous pouvez pas vous défendre sur les sports d'hiver. Méfie-toi. Très bien, merci Edgar les gars. Poupiront. On va finir en bras de fer. Il nous reste 7 minutes 40. On rappelle que c'est par équipe.
Hein, vous êtes 2 contre 2. Boulogne Les équipes ont changé d'habitude. Boulogne contre la province. Contre la province. Contre les la rue. Olympiques. Contre la rue. On a fait ça en 3 fois. La première, c'est comme toujours. On vous met une photo d'équipe. Alors vous allez vous calmer, c'est chacun son tour. D'accord. Photo d'équipe, il va falloir trouver qui est qui sur ce 11. Je vous ai choisi un 11 sur lequel j'espère que vous allez briller. Ah bah. Regardez ce que c'est. Nous sommes lors de la saison 2004-2005. L'Olympique lyonnais, nous sommes en Ligue des Champions. Je crois. Oui, c'est en Ligue des Champions contre Porto. C'est bien ce que j'ai choisi. L'entraîneur est Paul Le Guen. La primeur va à ma gauche, côté Parigot, tête de veau. Grégory Coupet. Grégory Coupet, c'est oui. Attention. On va compter point par point. Est-ce que j'ai pas un stylo? Putain, merde, fais chier. Je commence par AD. Ah, je vais mettre. Ouais, vas-y. Il y a Müller. Müller, capitaine. Ouais. Alors, un partout. Porte les fagnons. On ne regarde pas. Bien sûr. Et t'as dit quand? On est en 2004-2005, Paul Le Guen. Sidney Govou. Sidney Govou, je vérifie parce que bon, a priori ça va. Juste, je vérifie, mon frère. Tac. Je vérifie, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. Première erreur, côté gauche, Sidney Govou n'était pas sur le terrain ce jour-là. Il n'était pas là ce jour-là. Malouda. Ah, d'accord. Malouda, c'est oui. 2-1. Essien. Michael Essien, c'est oui. Diarra. Mohamedou Diarra, évidemment, ça fait 3-2. Si, à Chris, le grand là, non? Chris, c'est non. Edmilson. Edmilson, on est là. Ça, c'est mon Lyonnais. 4-2. Kachapa. Kachapa, ce bon vieux, il n'y est pas. Vous avez déjà dit les deux. Non, vous l'avez pas dit. Berthaud. Jérémy Berthaud, absolument, qui a une tête, vous allez voir. Vache. Ça fait 5-2. Y'a rien là. 5-2, à vous. Réveillère. Réveillère, c'est non négatif. Le 18, c'est Peggy. Peggy Louindoula. Ouais. 6. À vous, les gars. François Clair. 10-2. François Clair, c'est non. Vous n'avez pas de Il reste chance. Hein. combien? Il vous en reste 1 que vous n'avez pas dit, incroyable. 2. Non. 3. Ah oui, en même temps, il y a 6-2. Bah, Juninho. Juninho, vous l'avez pas dit. Juninho. 7-2, bah oui. Il reste 2 joueurs. Il vous reste, alors attendez, je vais vous dire. Il reste tout en bas à gauche, quelqu'un tout en bas à gauche. Il vous manque. Et le deuxième truc, c'est. Il est à côté des siens. Les siens est tout à droite, en bas. Donc c'est tout en bas à gauche. Je peux vous donner un petit indice? On va à gauche. Tout en bas à gauche, vous n'avez pas dit encore. C'est ici, c'est ici, c'est vous qui l'avez les Le Parisiens. poste. Tout en bas à gauche, vous voulez un petit indice? Ouais. Un milieu de terrain. Un milieu de terrain qui a joué en équipe de France. Milieu de terrain en équipe. Bah, dites-moi un nom. Je pense pas, il est déjà parti pour moi. Dites-moi un nom. 2004-2005. Tu penses? Paul Le Guen. Vous séchez? Ouais, je sais. Vous séchez. Est-ce que vous voulez prendre? Mais ouais. Mais, si c'est le 24, je pense que c'est Vikash. Vikash Dorasso, c'est oui. Ah ouais. Il vous reste un joueur ici, je vous donne un indice. C'est un attaquant, grand attaquant européen. Il n'est pas européen, mais grand attaquant européen qui a joué que 2 ans à l'OL. Il n'a pas fait. Ah, je sais qui c'est. Il n'a pas fait un grand passage. Non. Oui, je sais qui c'est. Il est pas blessé. européen. Non, pas européen. Non, on est là. Ouais, je pense. Giovanni Elbert. Giovanni Elbert, c'est oui. Ouais, je l'avais. On l'avait. Giovanni Elbert, ouais. donc ça donne 8-3. 8-3 pour eux. C'est pas grave, vous inquiétez pas. On enchaîne. Je vois que dans le chat, vous êtes chaud. Heureusement d'ailleurs. Jérémy Berthaud, oui. Belle Attention, tête. Je vais rien énumération dire qui sur vaut, ce énumération qui vaut choix 4 points. orientés. Énumération. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 noms à me donner. Énumération, vous êtes prêts? On l'a dit, PSG Real. Énumération des joueurs qui ont joué dans les deux clubs. Ah, Vous avez la main, donc vous avez la main, vous. ah, Ils ont joué dans les deux clubs. 12 noms à citer. Il reste 3 minutes. Alors n'hésitez pas à truc. On est en avance parce que j'aimerais bien faire le qui suis-je. Sergio Ramos. Sergio Ramos, c'est bon. Las Diarra. Lassana Diarra, c'est bon. Le Makelele. Makelele, c'est bon. Anelka. Anelka, c'est bon. Je l'ai noté, c'est ça le pire. La chute des piles. Réfléchissez. Je vous laisse encore 5 secondes. Ah, rien, Joseph? Ah non. Non, j'ai rien. Il y en a qui jouent actuellement. Oh, on est où là? Oui. Oh non. Ah, Navas. Putain. Oui. Ah bah ouais, mais c'est À vous, les gars. ça. Ça pose des questions aussi. Aïe. Putain, mais j'en ai Vous un. avez le droit à une question si vous voulez. Allez-y vite, il reste 2 minutes. Allez-y.
Une question, allez-y, si vous voulez. Non, mais j'ai pas. Une question si vous voulez. Allez-y, vous posez une question, allez-y les gars. Sinon, 5 secondes. Une année. Non, mais j'ai pas. Hein. C'est un joueur qui a gagné avec des champions avec le Real. Di Maria. Di Maria, Ah ouais, absolument. putain. Il y a quelqu'un qui a joué à Paris, à Marseille, mais aussi au Real. Enzo. Gabi Heinze, Ah c'est ouais, bon. bravo. Putain, bravo. Qu'est-ce que je peux vous dire Il y a une superstar qui a joué dans les deux clubs. Une superstar. Aldo. Non, une superstar. Je vous laisse 5 secondes. Superstar. Superstar du foot. Qui a joué dans les deux clubs. Beckham. David Beckham. Oui. Je vous donne encore. Je m'en régale. Il y a un gardien international français qui a joué dans les deux clubs. Bel indice. Ouais. Allez, 5. Formé au PSG. Ouais, oui, absolument. Au PSG qui est un 5, c'est par Fulham. 4. Ah oui. Areola. Areola, c'est bon. On enchaîne avec ici. Il vous manque 2 noms. Non, 3, mais bon, on va laisser le faire. Il y a un joueur actuel du Paris Saint-Germain formé. Ressé. Ressé, c'est bon, mais c'est pas un joueur actuel du Paris Saint-Germain formé. Il n'a joué qu'un seul match, donc 17 Hakimi. matchs. Hakimi, c'est oui. Et le dernier pour faire le grand chelem, c'est un joueur qui n'a joué qu'un seul match au Real, qui a joué au PSG pendant les 2 dernières années, qui est reparti en Ligue des Champions d'ailleurs, du côté du Portugal. Ah. C'est le Messi du pauvre, on peut l'appeler, hein, clairement. Vous l'avez Ah, 5, non. 4, Le petit là. 2. Qui était Ah, vous avez perdu, c'est Pablo Sarabia. Ah, ça. Pablo Sarabia, c'est bon. J'avais pas le temps de dire. Qui suis Allez, qui suis ouais, attention, putain, j'ai 5 pages. Attention, je sais que j'ai une minute de plus, donc c'est pas grave. Attention, on y est. Il est où le truc? Je suis un sportif. C'est un footballeur, hein, du coup. Bien sûr, je suis un sportif né le 8 janvier 1988 à Kinshasa. Mais ma vie m'amène à grandir en France puisque j'y arrive à l'âge de 6 ans. Du haut de mon 1m78, j'intègre l'INF Clairefontaine en 2001, où je me fais remarquer. À la sortie de l'INF, j'ai le choix entre le PSG et le Stade Rennais. Je choisis évidemment d'aller au Stade Rennais puisque c'est le plus grand centre de formation de France. J'y montrerai mes talents d'attaquant. En Bretagne, je resterai de 2006 à 2012, un club dans lequel je serai surtout le remplaçant de Jimmy Briand. Mais lorsque je commence à performer et que Jimmy Briand est blessé, mon entraîneur, Fred Antonetti, me préfère Olivier Thomer, Moussa Sow ou Romain Danzé. Le plaisir de citer Romain Danzé. Je compte 13 sélections en espoir pour 3 buts sous Eric Momberts. Ma meilleure saison en Ligue 1 2011-2012. 32 matchs pour 10 buts. Vous vous souvenez pas très bien de lui, c'est normal. Il n'a pas marqué le championnat de France puisqu'ensuite il part directement aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, et puis je prendrai en 2018 ma retraite en Turquie. Mais je suis connu encore aujourd'hui, les amis. Et attention, ça peut aller vite. Puisque je suis le demi-frère de Kylian Mbappé. Ah, je sais qui c'est. Ah, je sais qui c'est. C'est le pote de Nico m'en a parlé. Je suis absolument. Oh, Allez, non, je pensais non, pleurer. C'est pas Ngapet. Ndep Non. Non, c'est pas lui. On s'arrête là-dessus. Ah, je sais demi-frère qui c'est. d'Mbappé. Nick. Prénom Non. Jires. Kembo. Kembo. Kembo, j'ai dit. Il est Pardon. Pardon, il le dit. C'est lui. Mais bon, il est Kembo et Coco, merci à tous d'avoir suivi, c'était un plaisir, bravo à l'équipe. Hébergé par les parents de Kylian Mbappé. Et donc, Wilfried est devenu son C'est ça. tuteur légal. Incroyable C'est ça, histoire. exactement. Évidemment, et qui le drive depuis des années. Merci à tous, merci à vous. Wow. Vous avez régalé. Merci à Jérém, t'as été très bon à l'édition. On embrasse Ismaël, la famille qui est là et qui connaît tout sur le foot, absolument. Et la muscu aussi. Et sur la muscu. Merci à tous les gars, c'était un plaisir. Merci Joseph, merci Polo, merci Erwan, merci Tom. Vous êtes les meilleurs. Ciao.